Bonjour, c'est Alexis Michel, spécialiste médias sociaux et créateur de contenu, entre autres avec le compte Bonne Bouffe Montréal, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mangeons Marketing, un balado qui a pour objectif de mettre en lumière les humains derrière les entreprises agroalimentaires au Québec. 1. Pour en savoir plus sur eux, et 2. Pour aller un petit peu creuser dans les coulisses, en savoir plus sur leur marketing, leurs succès, leurs échecs. On va tout savoir. Aujourd'hui, on a un superbe épisode qui va parler de comment on passe d'un accident à la création d'une entreprise agroalimentaire. Je ne vous en dis pas plus, on va voir ça juste après. Avant de commencer, je tiens à remercier Origine qui produit et diffuse ce balado et La Grappe qui le commandite. Donc La Grappe, pour faire très simple, c'est quoi ? C'est un collectif marketing spécialisé dans l'agroalimentaire. Donc si vous avez besoin d'une image de marque, création de site internet, gestion des médias sociaux, c'est clairement à eux qu'il faut écrire. Donc je vous les recommande très chaleureusement et je vous invite à rester jusqu'à la fin de l'épisode parce qu'il y a une petite surprise pour vous. Notre invitée du jour, elle s'appelle Roxane, elle est la cofondatrice de l'entreprise Floem avec son conjoint Frédéric et elle propose des tisanes aux saveurs boréales. À la base, tout est parti d'un accident, elle va nous en parler juste après et aujourd'hui on arrive à une belle entreprise agroalimentaire. Bienvenue Roxane, comment ça va ? Ça va bien, toi ? Très bien. Est-ce que c'est un bon résumé ? Comment tu te définis quand tu te présentes? Oui, c'est vraiment ça. En fait, c'est que nous, notre mission, c'est vraiment de faire connaître puis de rendre accessibles les plantes boréales, les plantes locales. Puis, notre moyen principal d'y arriver, c'est vraiment nos tisanes là, qu'on est connus pour. Parce qu'on a aussi tous nos ingrédients du Québec là, en vrac séparés aussi, là, qu'on peut fournir sur différents produits aussi. Là. Et ce qui est intéressant, c'est que ce que j'ai lu, c'est que tout est parti d'un accident à la base. Et est-ce que tu peux nous parler de tout ça? Comment c'est né Floem? Parce que c'est pas sorti de nulle part. Il y a eu un cheminement. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, c'est ça. C'est vraiment... c'était quand même inattendu dans le sens que... Bon, pour faire une histoire courte, quelques années avant, mon frère avait été faire du tree planting, donc aller planter les arbres dans le nord du Québec. Puis quelqu'un lui avait montré à cueillir du thé de Labrador, puis là, il m'en avait ramené. Donc moi, ça faisait déjà quelques années là, que je m'amusais à me faire de la tisane dans la maison et tout. Puis après ça, c'est là que j'ai eu mon accident de snowboard. Okay. Donc c'était un bon accident. J'avais mon casque, j'avais mes lunettes, j'avais tout, mais je serais juste morte, en fait, si j'avais pas eu mes équipements. Ah oui, à ce point, OK. Ouais, fait que c'est ça, j'ai perdu connaissance. J'ai tombé sur plusieurs mètres de suite, là. Après ça, ça a été vraiment compliqué parce que les commotions, ça fait déjà 9 ans, là. En ce moment, en mars, ça va faire 9 ans, l'accident. Fait que c'est presque 10 ans derrière. Déjà là, ça commence à bouger pour les commotions un peu, mais dans ce temps-là, c'est comme personne ne sait comment trop te suivre et tout. Donc, j'ai vraiment eu... ça a été vraiment long, là, le parcours de tout ça, réussir à me faire suivre, à avoir des professionnels, parce qu'il y a comme un pourcentage des commotions qui guérissent pas rapidement, environ 10%. OK. Que c'est pour des causes inconnues, on sait pas pourquoi ça part pas les effets. Donc, j'ai fini par me faire suivre par une équipe en réadaptation. Puis après plusieurs mois, là, je pouvais rien faire, tu sais, je pouvais même pas lever, mettre quelque chose dans la laveuse ou quoi. OK, ah oui. Même pas, tu sais, monter 2 marches, j'avais tout de suite un mal de tête qui partait. Fait que je pouvais vraiment rien faire. Fait que c'était vraiment difficile puis décourageant. Donc, c'est là que j'ai dû arrêter toutes mes études. J'étais en travail social. Puis juste faire des suivis médicaux tout le temps. Puis là, mon équipe, à un moment donné, ils m'ont dit, il faudrait, quand ça commençait tranquillement à aller mieux, il faudrait que tu trouves un projet, quelque chose à faire un peu, juste un petit hobby, tu sais. Mais moi, j'ai pas une personnalité de hobby, tu sais. C'est comme, si tu me demandes de faire un projet, je vais pas faire quelque chose qui sert à rien, tu sais. Puis je me disais, je vois même pas pourquoi je ferais un projet, en tout cas. Fait que là, j'avais plus d'études, plus rien. J'étais juste en réadaptation. Puis à un moment donné, on est allé visiter les parents à Frédéric à Rimouski, puis on a marché dans le bois. Puis là, j'ai vu du thé du Labrador. Puis là, ça a comme fait le lien dans ma tête, comme boum, genre, mais pourquoi je fais pas ça? Ça va être ça, mon projet, tu sais. Fait qu'après, comme tous ces mois-là de réflexion, un peu d'être ouvert à qu'est-ce qui pourrait arriver pour la suite, c'est vraiment en voyant le thé du Labrador que j'ai eu cette idée-là. Mais moi, je me fais ma tisane parce que j'en trouve pas à l'épicerie. Puis ça pourrait être une bonne idée juste de lancer ça, là. Fait que là, je me disais quasiment comment je vais dire ça à mon entourage, là, que je pars, j'ai pas d'études là-dedans, je connais absolument rien. Puis on était comme l'automne, tu sais.
Puis là, j'avais dit à mon chum, on pourrait aller cueillir un peu le thé de Labrador demain. Ah, un petit peu après-demain. Puis il me dit, mais pourquoi tu cueilles autant de thé dans le sens? Là, on va en donner à des amis en revenant. Puis là, la 3e journée, quand on partait, j'ai dit, ben, tu viendrais-tu m'aider à cueillir? On va cueillir pendant des heures le plus qu'on peut parce qu'on va lancer une entreprise de thé. Puis ça nous en prend avant l'hiver pour faire des tests. Puis t'es comme, de quoi tu parles? On va lancer une entreprise de thé. Fait que c'est vraiment de même que ça a juste commencé fluent. Puis au début, je pouvais à peine mettre des fois 2 heures une semaine, 3 heures une autre semaine, tu sais, parce que j'étais vraiment invalide. Là, je pouvais pas travailler puis rien faire. Fait que c'est vraiment tranquillement au début qu'on a juste commencé à apprendre à faire des tests. Là, on a dû avoir notre local commercial rapidement parce que pour la MAPAC puis tout, faire des tests, là... fait que ça a juste commencé de nulle part, puis on a commencé à se former par-ci par-là, trouver des mentors, toutes sortes de formations, les associations pour apprendre, puis on a lancé nos produits après quelques mois. Là. C'était quand ça pour recontextualiser? En quelle année? C'était en 2018, okay. ouais. 2018. Donc ça fait déjà comme... quelques années, mais tu sais, pour nous, c'est un peu plus notre 4e année de commercialisation cette année parce qu'on a tellement commencé tranquillement avec toutes mes... J'étais encore suivie là, pour tous mes problèmes médicaux, donc tu sais, c'était vraiment un soft landing, si on peut dire, puis juste le temps d'apprendre la base d'entrepreneuriat aussi, là. Okay, ouais. Incroyable. Donc au final, tu avais quand même une certaine, j'allais dire, passion pour les tisanes et tout ça. Tu étais une grosse consommatrice ou même quand même, pas si grosse que ça. Okay. J'aime juste... Moi, je suis vraiment une foodie, fait que j'aime les saveurs différentes. Fait que c'est vraiment plus de ce côté-là culinaire, d'avoir des plantes que je connais pas qui m'intéressaient, plus que de la tisane ou le thé en particulier, là. Ouais. Ok, d'accord. C'était vraiment, thé du Labrador, on a moins l'habitude d'y être confronté, tu sais, on va dire, à l'épicerie ou autre. Donc, tu t'es dit, là, ça me parle, j'aime ça. Et là, après, tu as eu le déclic de te dire, ok, on veut, entre guillemets, forcer à avoir un hobby. Moi, je suis pas quelqu'un à hobby. On va faire matcher ça et on va en créer une entreprise. Est-ce que, quand tu l'as créé, tu t'es dit, oui, tu n'avais pas voulu avoir un hobby, mais une entreprise, mais est-ce que tu t'es dit, vraiment, à partir de maintenant, ma vie, c'est ça, ou c'est vraiment, Ouais, je me suis vraiment dit, à partir de maintenant, c'est ça. C'est comme... parce que tu ne parles pas beaucoup avec les commotions ou toutes sortes de problèmes de santé à longue durée. C'est vraiment difficile sur le moral. Tu sais, j'étais vraiment en dépression. Tu sais, j'avais suivi par des neuropsy, toute une équipe, dans le sens que c'était plus que juste lancer un projet. Finalement, on dirait que quand j'ai décidé de faire ça, c'était comme, maintenant, c'est ça. Parce que ça prend quelque chose pour comme t'accrocher puis juste être capable d'imaginer quelque chose plus loin. Parce qu'on dirait que quand t'es juste en souffrance à chaque jour, tu peux juste voir le lendemain, on dirait. Puis t'arrives pas à voir plus loin. Fait que l'entreprise, c'était vraiment, on fait ça, puis comme... Là, maintenant que j'ai investi de l'argent dedans, puis on n'avait pas grande économie, on a juste lancé avec tout ce qu'on avait. Là, on est obligé de faire quelque chose à long terme avec ça. Fait que c'est vraiment la vision du long terme, là, de faire exprès de se lancer dans quelque chose que tu dois te commettre, genre. Ok, ouais, tu avais besoin, on va dire, d'avoir un horizon pour, tu sais, chaque jour, tu te dis, ok, j'avance vers mon horizon, c'est ça qui, tu sais, pour le moral aussi, te permet de... C'est incroyable. C'est ça. Et concrètement, une fois que tu as eu ce déclic, parce que les gens qui vont nous écouter, ça va être autant quelqu'un qui veut partir s'accompagner dans l'agroalimentaire, quelqu'un qui se pose des questions, mais aussi le grand public. Concrètement, à partir du moment où tu as ce déclic, qu'est-ce que ça prend pour partir une entreprise de tisane? Tu fais quoi le lendemain matin dans les faits? Le lendemain matin, là, moi, vu que c'était l'hiver puis que les plantes, c'est saisonnier, ma priorité, c'était de réussir à avoir quelques plantes pour au moins commencer à faire des tests de goût, apprendre comment ça marche, juste la plante, là, vu que je travaille avec un produit que je connais pas, tu sais, juste créer une expertise. Fait que ça dépend un peu du type d'entreprise, j'imagine, mais en fait, ce qui a le plus aidé, c'est qu'on a trouvé rapidement des ressources autour de nous. Donc, nous, on est en alimentaire, puis on est à Montréal, donc on a entendu parler du CIBIM. On a aussi rencontré quelqu'un en marketing qui, eux, nous ont vraiment aidé à comme juste apprendre les bases, puis juste à OK, mais c'est qui votre persona? Tu sais, tout ça qu'on n'avait pas pensé. Je veux dire, moi, je lance le produit qui m'intéresse, mais qui intéresse d'autres, ce produit-là? Donc, c'est vraiment par ça qu'on a commencé pour comprendre, quel genre de produit je devrais faire pour, qui fit avec qui, puis s'il y a vraiment une demande pour ça, là. Ouais. Ok, donc dans la ligne du temps, dès le début, ce que tu avais déjà amorcé, tu as commencé limite à cueillir directement. Ouais. Et après, tu t'es vite retrouvé. En combien de temps tu t'es retrouvé entre le moment où tu cueilles et là, le moment où tu te dis, ok, maintenant on commence à se structurer? Ça a été quand même assez vite, non, au final? Ma réponse est plate. J'ai plein de trous de mémoire dans toutes ces premières années-là, fait que honnêtement, j'ai aucune idée.
Fred n'est pas là aujourd'hui pour me le dire, mais faudrait que je regarde mes notes ou quoi, parce que j'ai comme un 4-5 ans là, où tout est mélangé sur les années, fait que je suis même pas trop sûre là, de quelle étape qu'on a parti au début. C'est pas mal le marketing CIBIM là, que je me rappelle. Là, incroyable, non, mais c'est encore plus beau dans un sens, parce que c'est-à-dire que au début, tu étais presque en pilote automatique, c'était vraiment juste la rage d'accomplir un projet qui te drivait au final. Ouais. Puis oui, c'est ça, on a fait une campagne de socio-financement au début parce que vu qu'on avait aussi pas de fonds de côté, on est 2 jeunes et on n'a aucune économie. On a un ami qui était comme en design 3D. Il nous avait comme créé une image d'emballage qui n'existe pas, juste pour nous aider à avoir comme si avec notre logo, puisqu'on a comme créé notre nom puis notre logo à la main nous-mêmes, là, comme... horrible, là. Ça, je le recommande pas. Là. Allez voir un graphiste, tout le monde. On salue Canva quand même au passage. Ouais, quand même. Même Canva, en tout cas. Ouais, non, c'est clair, 100%. Mais ouais, fait que là, on avait comme créé à peu près une espèce de visuel, puis on avait juste créé une campagne de sociofinancement, puis c'est là qu'on a vraiment un peu plus travaillé fort, que ça nous a vraiment appris à parler notre produit, à parler notre projet, en parlant un peu, à nous forcer à répondre à des questions. Les gens posaient toutes sortes de questions qu'on n'avait pas de réponse. Fait que je dirais que la campagne de sociofinancement, c'est dans les premières étapes qui nous a aussi fait tâter le marché, mais aussi poussé à développer nos réponses, développer on est qui, développer notre produit, puis qu'est-ce qu'on va être, qu'est-ce qu'on vend, puis avoir un beau support, un beau retour d'entourage aussi, là. Incroyable. Et est-ce que Frédéric, donc ton conjoint aussi associé, est-ce que ça s'est fait direct au jour 1? Lui, il a embarqué aussi parce que lui, il travaillait dans quoi avant? Parce qu'il y a quand même aussi, il y a eu 2 chiffres de carrière. Toi, effectivement, tu as eu le déclic accident où tu t'es dit, bon, ben maintenant, je fais un changement de carrière, entre guillemets, qui t'a été imposé, mais à la fois, c'est toi qui as choisi cette initiative. Et Fred, comment ça s'est passé, lui, de son bord? Ouais, ben lui, dans le fond, il est supply, donc c'est logistique dans l'armée. Fait que lui, il s'occupe de systèmes ERP, de tout de gestion. Fait qu'il est vraiment derrière un ordinateur. C'est super de la gestion de pièces, d'hélicoptères, de toutes sortes de choses. Fait que là, ça n'a aucun rapport avec l'entrepreneuriat, mais il y a des forces en technologie, donc au début, j'étais pas sûre si je voulais... Ben, au début... Les quelques premières semaines, j'étais pas sûre si je voulais faire ça en équipe parce qu'on dirait que c'était comme c'est mon projet. Tu sais, j'étais encore en phase de réadaptation, c'était comme c'est mon projet. Puis rapidement, en 2 secondes, j'étais comme j'ai pas envie de faire ça toute seule, c'est bien trop gros. C'est comme qu'est-ce que je suis en train de faire. Puis là, j'ai tout de suite vu qu'on pourrait avoir des forces complémentaires. Fait que là, j'ai dit finalement, t'aimerais-tu ça embarquer avec moi? Fait que là, rapidement, il a embarqué finalement. Fait que ça fait aujourd'hui que c'est lui, on se sépare vraiment les tâches. Lui, il fait tout, qu'est-ce qui est technologie. Tu sais, nous, on est manufacturiers, c'est ça qui est spécial. Notre matière première, elle n'existe pas. Je peux pas la commander, appeler un distributeur. Je veux du thé abondant, ça n'existe pas. Surtout pas broyer d'une bonne façon pour faire les tisanes. Donc, on est comme forcé d'avoir différents modèles d'affaires. On est comme un mini manufacturier, mais on fait aussi toute la transformation et toute la commercialisation. Fait qu'on a comme un super volet vraiment large dans l'entreprise. Fait que Fred, ce qu'il a fait, c'est que il a créé un système sur mesure ERP pour nous. Donc, le système, en ce moment, il vaut plus que notre entreprise. Avec tout, fait que tout est automatisé ensemble. Donc, quand il y a un ingrédient qui rentre, après ça, s'il est dans une recette, il s'enlève de l'inventaire d'ailleurs. Il devient dans un produit, ben là, il est plus disponible après ça. Fait que là, il y a vraiment un système de traçabilité super complexe là, qui a tout créé sur mesure. Fait que c'est ça. Puis là, graduellement, au fil des ans, il a diminué son nombre de jours par semaine parce que dans l'armée, il est réserviste. Fait qu'il peut, il est obligé de faire du temps plein. Fait que là, en ce moment, il lui reste une journée semaine qu'on fait juste garder, en fait, pour... en fait, c'est toujours... On sait jamais, les entrepreneurs, tu sais, quelque chose peut arriver. Puis, fait qu'on se garde ça en backup. Puis, on a les assurances, puis tout. Puis ça le fait faire une chose différente dans sa semaine, ouais. Ok, c'est hyper intéressant aussi. C'est pour ça que je pose toujours les questions vraiment dans le détail, parce que c'est vrai que souvent, quand tu as la vision de l'extérieur, quelqu'un du grand public ou quelqu'un qui n'a pas encore parti sa compagnie, tu as l'impression que tout le monde y va all-in et tout ça, et que tout le monde après réussit du jour au lendemain. Donc c'est bien aussi de ramener ça que c'est pas aussi tout noir ou tout blanc, tu peux aussi y aller progressif. C'est le cas de Fred, et qu'il a encore un pied là-dedans pour, comme tu dis, quand même sécuriser ça, et que malgré tout, la réalité, c'est que oui, quand on est entrepreneur, on est maître de son propre destin, mais on sait jamais de quoi demain est fait aussi, donc c'est bien de le préciser aussi. Puis je pense qu'on a hâte parce que là, tout le monde te demande
Tu travailles-tu encore ailleurs? Puis on dirait que c'est vraiment une question de curiosité, mais des fois, ça sonne un peu négatif. Tu sais, ah, ben oui, j'ai encore tant de jours ailleurs. Tu sais, mais je pense que le plus longtemps qu'on peut attendre, ça reste encore plus stressant si tu fais le saut trop vite. Puis là, t'as plus de revenus, t'as pas de fonds, dans le sens que j'encourage tout le monde à rester le plus longtemps possible ou à vraiment se questionner là-dessus, puis pas juste tout lâcher pour partir. Ça prend des fonds, là. Ça prend tellement plus de fonds que tu penses qu'au début, ben là, moi, je ne pouvais pas travailler, fait que j'avais pas de revenus. Puis on est mariés, pour nous, on partage tout. C'est comme ça qu'on gère notre argent. Fait que, tu sais, toutes ces payes allaient au début pour subvenir à nos besoins, puis tout le reste allait pour l'entreprise là, pendant plusieurs années. Là. Puis là, un coup, quand ça a fini par se financer toute seule puis à rouler, ben là c'était bon. Puis là, il a pu se dégager d'autres jours, semaines sur l'entreprise. Là. Mais c'est vrai que je trouve que c'est hyper important de donner on va dire, ces coulisses aussi de comment ça se passe. Donc, si j'ai bien compris, en plus, vous n'aviez jamais entrepris avant individuellement. Donc, en plus, comme tu dis, et ça, c'est vraiment un bon retour pour les gens qui veulent se lancer. Effectivement, oui, c'est vrai qu'on voit tout sur Internet et ça dépend, je pense, du feeling de chaque personne aussi. Je sais qu'il y en a qui ont besoin d'aller all-in pour vraiment faire les choses, sinon tu procrastines. Mais tant que vous êtes capable de garder une activité sur le side, on est une société à une ère de multi-activités. Donc, comme tu dis, je pense que c'est un très bon conseil. On peut aussi tester le marché, y aller progressivement et de pas forcément se dire bon ben finalement j'ai une idée, je lâche tout, demain je pars, tu vois, parce que comme tu dis, ça demande des fonds. En plus, c'était aussi votre première expérience entrepreneuriale. Tu sais, tu pars où vous êtes quand même tous les deux jeunes, vous avez forcément, vu que vous n'avez jamais entrepris ensemble, vous n'avez pas eu d'entreprise ensemble auparavant, donc tu sais, on en parlera un petit peu après aussi de tout ça, mais ok, hyper intéressant. Donc ça a vraiment été quand même malgré tout un saut dans le grand bain immédiatement alors. Ouais, vraiment. Incroyable. Puis c'est ça apporte toutes sortes de joies, toutes sortes de défis, mais tu sais, les gens ils disent souvent t'es en couple, en entreprise. C'est probablement pas pour tout le monde, mais ça n'a pas été facile non plus. Mais on a vraiment dû travailler notre communication, puis travailler notre couple, c'est tout travailler ensemble pour vraiment être capable de se séparer les choses et tout. Puis ça reste toujours un défi le soir après. Là, ça, c'est le plus grand défi encore. Là. Quand la journée est finie, d'arrêter d'en parler. Là. Mais elle recommencerait, je recommencerais quand même avec lui. J'aurais pas un autre partenaire, tu sais, parce qu'on est tellement proches, on peut tellement communiquer rapidement, puis bien se comprendre. Il n'y a pas toute cette espèce de game-là, mais qu'est-ce qu'elle dit? Tu sais, des fois, des partenaires, c'est difficile aussi de choisir des bons partenaires d'affaires. Être capable de se dire les vraies affaires quand il faut se les dire aussi. Les vraies affaires, la confiance, tout était déjà là. Fait qu'il y a d'autres points positifs aussi, là. Ouais. Et là, est-ce que vous êtes toujours que deux dans la compagnie ou ça s'est agrandi? C'est une équipe grandissante. Comment ça se passe là actuellement? Dans le fond, on a 4 employés temps partiel en ce moment parce qu'on en a 2 que c'est des programmes de réinsertion à l'emploi. Donc là, au moins, mes études en travail social ont au moins contribué là, finalement. Fait que c'est moi qui fais toutes les ressources humaines et tout, là, puis la production. Fait quoi, on a une personne expédition-réception, 2 personnes à la production. À la production, on a aussi de la sous-traitance des fois parce que nos produits en poche jetée, on n'a pas la machinerie pour mettre en poche. Donc, on va faire tout le broyage, tout le mélange, préparer les ingrédients. On va envoyer ça, puis après ça, on le reçoit déjà en poche jetée. Donc, ça, c'est comme un modèle hybride un peu de sous-traitance. Mais toutes les tisanes en vrac, tous les ingrédients, les plantes, le broyage, c'est tout nous qui le fait à l'entreprise. Puis, donc, on a une personne temps partiel en marketing aussi. Parce qu'on n'est pas assez gros encore pour du temps plein, mais on sait, les ventes, c'est le nerf de la guerre, se faire connaître. Donc, c'est pour ça qu'on a priorisé ça comme dépense aussi, là. Ouais. Incroyable. C'est déjà énorme. En plus, tu disais, oui, c'est vrai qu'il y a de la sous-traitance, mais c'est déjà énorme. C'est vrai que vous avez déjà un énorme contrôle sur la production. Tu sais, c'était assez rare pour les gens qui ont moins cette vision sur les coulisses, qui est assez rare encore moins quand tu pars. Et là, c'est sûr que vous n'alliez pas direct en tant que jeune entreprise aller derrière prendre une autre ligne de production pour faire la mise en sachet. Vous avez déjà un énorme contrôle, un contrôle total au final. C'est à part presque la mise en sachet, vous contrôlez tout. Oui, puis je dirais même qu'il faut même préparer l'ingrédient avant le sachet. Il y a toutes sortes de granulométrie, de grosseur, de texture
précises à atteindre. Tu sais, ce qu'on pense pas, on a l'impression que des plantes coupées, tu mélanges ça. C'est vraiment plus complexe que ça peut avoir l'air. Puis c'est un peu notre avantage, mais parce que c'est difficilement reproductible. Il y a toutes sortes de techniques R&D derrière, de machinerie, d'affaires. Mais on a aussi ce désavantage-là dans notre côté unique que on peut pas, on a beaucoup d'énergie à mettre sur les opérations. C'est tout du temps qu'on peut pas se libérer, comme les gens en sous-traitance, puis qui travaillent sur leur vente puis sur autre chose, là. Ouais. Hyper intéressant. Ouais. C'est pour ça que c'est bien de le souligner aussi, parce que c'est un vrai caractère différenciant. C'est que vous contrôlez vraiment votre produit presque de A à Z au final. Ouais. Incroyable. Exact. Et tu m'as fait un petit peu la transition en me disant on a quelqu'un au marketing à temps partiel. On s'appelle Mangeons Marketing, forcément, on parler de marketing. Même si au final, tout est lié. C'est l'histoire, évidemment. C'est hyper important d'avoir l'histoire pour comprendre la personne. Mais c'est quoi, vous, votre stratégie marketing, ou du moins les gros leviers que vous utilisez au quotidien pour développer vos activités? C'est quoi, sur quoi vous vous appuyez là, pour vous faire connaître, pour vendre, comment ça se passe? Oui, il y a beaucoup de modèles possibles. On en a testé plusieurs au début. Tout le monde disait, les influenceurs, let's go. Tu sais, nous, ça l'a pas du tout levé parce que c'est un produit tellement niche qu'il faut expliquer. Après ça, tu sais, il faut que les gens comprennent pourquoi que notre prix est plus élevé que la tisane normale. Au Québec, c'est pas super culturel là, de boire de la tisane. Puis quand t'en bois, après ça, pourquoi je paierais plus cher puis plus élevé? Il faut vraiment comprendre la valeur ajoutée. Donc, nous, c'est vraiment l'éducation sur notre produit qui a été notre plus grand enjeu. Donc, comment on a commencé? On a commencé par prendre toutes sortes de formations là-dedans. On a une subvention pour une en particulier qui nous a vraiment ouvert les yeux. Ils sont en Australie. Ça n'a même pas rapport à ici. Incroyable. On se faisait targeter dans la publicité Facebook. Puis, on était comme ça, c'est vraiment des pubs différentes. On n'a jamais comme vu quelque chose de même. Puis, leur point, c'était qu'avant de sous-traiter, puis avant d'avoir des employés, il faut que tu comprennes bien toi-même comment ça marche, parce qu'après, tu peux pas review quelqu'un d'autre. Tu peux pas juste toujours laisser toutes sortes de consultants à gauche, à droite. Tu pourras pas comprendre qu'est-ce qui se passe. Puis si jamais ça marche, puis qu'il part demain, tu perds tout toi aussi. Oui, t'es aveugle sur tout ce qui se passe dans un Fait qu'on a pris cette méga formation-là qui passait tous les détails possible d'un e-commerce. Puis nous, notre vision, d'habitude, des produits d'épicerie, c'est beaucoup d'être en point de vente. Puis nous, on s'est dit, on veut être en point de vente, mais on veut vraiment notre site web, parce que là, il ne faut pas oublier que 2019, la COVID, on a commencé le projet en 2018. On n'avait pas encore tant de points de vente. On venait à peine de commencer à faire un petit site web qui était vraiment boboche. Puis là, boum, la pandémie. Puis on s'est dit, on va all-in sur les sites web. On a tout monté le site web par nous-mêmes pour apprendre avec ces formations-là aussi. T'as fait un Shopify? On a commencé par WordPress. OK, avec WooCommerce. WooCommerce, exact. Puis là, Fred, il s'est amusé à apprendre à coder, à apprendre à toutes sortes d'affaires. On a appris à prendre nos photos. On fait encore nos photoshoots à la maison aujourd'hui. On se prend une journée, on sort tout dans la cuisine, on sort les backdrops, on sort tous les items, on fait les photoshoots là. Fait que ça nous a fait sauver beaucoup d'argent, là, les photoshoots, avec la quantité de produits qu'on a. En tout cas, je suis en train de m'éparpiller. Non, mais c'est le propos. Donc, vraiment, c'est le détail. On est là pour prendre le temps. Donc, c'est hyper intéressant d'avoir tous ces éléments de qu'est-ce que vous faites vous-même, parce que les gens se posent sûrement la question. Autant le grand public, c'est qui se dit... Genre, moi, je trouve les photos sont super belles. On parlera même aussi du packaging. On va parler de tout ça. On a le temps de s'étaler. Mais c'est hyper intéressant. Là, je découvre en même temps. Oui, fait qu'au début, c'est ça. On a appris à lancer le premier site web. On a les ventes en ligne, on faisait n'importe quoi. C'était la livraison gratuite. C'était comme les gens achetaient des commandes de 10$, puis on allait shipper ça au bureau de poste. Là, ça te coûtait 20 pièces. Et là, on avait trouvé des petites enveloppes flat, puis là, en tout cas, toutes sortes de choses. Fait que là, avec cette formation-là, on a vraiment pu tout revisiter, tout revoir. C'est quoi les stratégies pour essayer que... Tu sais, qu'est-ce qui fait de la croissance? Mais là, maintenant, aux autres, ils parlaient des 3 points clés. Bon, augmenter ton audience, augmenter ton panier moyen, augmenter ta fréquence, tu sais. Fait que là, on a eu des mots sur des stratégies, puis là, on a été capable de s'enligner sur qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on est bon dedans, c'est quoi les faiblesses à améliorer. Puis c'est une machine de guerre, là, bâtir une entreprise en ligne, là. Fait que là, on s'est un peu tout fait, bon, voici toutes les choses à faire.
Puis avant d'avoir notre employé en marketing, on a travaillé beaucoup avec des stagiaires de 6 mois, en tout cas en France, là. Fait que ça fait que nous, on contribue, le gouvernement contribue, puis leur gouvernement contribue. Fait qu'on arrivait à avoir, des 6 mois. Ah, OK, oui, ouais. Les stages internationaux. L'OFQJ, ouais, OK, c'est ça. oui, l'Office. Oui. Québécoise de la jeunesse, là, ouais. Fait qu'on a réussi à avoir, on a trouvé une stagiaire en marketing. Elle a déjà travaillé sur du SEO. Bon, boum, on essaie d'avancer tous nos points SEO en plus de faire la gestion de médias sociaux, mettons. Après ça, je reprenais l'autre 6 mois. Ah, on en a trouvé un autre. Ah, elle est un peu meilleure en infolette. Bon, là, on va tout y faire, tout créer les flows d'automatisation infolette. Fait que là, graduellement, on a avancé comme chaque sujet. Puis, admettons, là, on va être rendu à, aller optimiser ces flows-là qu'on a créés depuis 1 an et demi. Là, dès qu'on a le temps, on va aller commencer à faire des tests AB puis peaufiner tout ce qu'on a fait. Fait que notre stratégie, ça a été de mettre en place qu'est-ce qui est prioritaire pour être fonctionnel puis couvrir le plus possible. Puis, un coup que tout ça c'est fait, après, on va reviser qu'est-ce qui a le plus de besoin, qu'est-ce qui peut donner le meilleur de résultats, puis tout attaquer ça un à un, là. Ouais. Et tu dis, donc la base, évidemment, c'est le site Internet. Mais c'est vrai qu'une fois que tu fais le site Internet, c'est vrai que c'est souvent le premier truc auquel on s'attaque, et à juste titre, forcément, quand tu es dans le e-commerce. Mais une fois que tu fais le site Internet, il y en a beaucoup de petites entreprises que c'est leur première entreprise. Ils disent, ah, mais je fais pas de vente. Exact. Donc, forcément, parce que tu n'as qu'un site. Mais c'est quoi le premier levier sur lequel tu t'es dit, maintenant, pour attirer des ventes, je vais commencer par ça? Là, au début, il y a toujours, tu fais des posts. Puis Facebook, il dit, boost ça va faire des ventes. Puis là, t'essayes, puis ça fait rien. Fait que, tu sais, c'est vraiment avec cette formation-là, nous, vu qu'on a testé les influenceurs, les choses, on fait beaucoup de kiosques aussi, ça, c'est important. Okay. Mais nous, c'est vraiment la publicité. On s'est dit, il faut vraiment qu'on travaille fort sur la pub. Puis là, c'est là que le cours nous a vraiment aidé à tout bien comprendre puis à décortiquer ça. Fait qu'on a commencé à faire nos propres pubs. C'est tentant de faire des images, de faire des petits trucs faciles, des petits montages, mais ça en prend, mais il faut faire les trucs plates que beaucoup de gens n'aiment pas. Faut faire des vidéos, faut faire tout ça. Donc, on a commencé à faire des pubs, à créer nous-mêmes tout le contenu, tous les textes, à s'amuser à tester des placements avec cette formation-là. Puis là, un coup qu'on a réussi à avoir des bons résultats puis à s'améliorer, là, on s'est dit, tu sais quoi? Puis là, c'est ça qu'on a fait à l'automne. On va tester qu'est-ce qui arrive si on soumet tout ça à une compagnie externe. On sent qu'on maîtrise assez le sujet puis qu'on comprend nos chiffres, on comprend qu'est-ce qui est intéressant ou non. Fait que là, nous, en ce moment, on fait tous les créatifs, les visuels. On leur donne ça, puis eux placent comme ils veulent, puis eux font les textes comme ils veulent. Puis ils arrivent à avoir les mêmes résultats que nous, tu sais. Fait que là, notre objectif avec eux, c'était est-ce qu'ils sont capables de dépasser nos résultats? Mais notre but premier, c'était au moins qu'ils atteignent égal. Fait qu'au moins, là, tu vois, on peut décharger Fred pour qu'ils puissent travailler sur d'autres choses. Fait que là, on crée en ce moment tout le contenu. Ils ont à côté nos résultats, puis des fois un petit peu mieux. Puis on travaille pour voir comment ils peuvent réussir à atteindre mieux, tu sais. Fait que ça, c'est pas mal pour la pub Facebook. Fait que nous, en ce moment, il y a une saisonnabilité, là, tu sais. Il faut couvrir ces frais-là d'agence, il faut couvrir tout ça. Donc, pour commencer à investir dans la pub, puis la payer, puis être rentable, plus payer des consultants, il faut aussi avoir un budget intéressant pour que ça vaille la peine. C'est clair. Fait que nous, l'été, quand il fait chaud, nos pubs, ils marchent pas. On n'a pas encore trouvé aucune solution pour faire pousser de la tisane. Les gens veulent vraiment des prêts à boire, des trucs déjà prêts que tu peux mettre dans ta glacière et partir avec. Fait que nous, on a décidé qu'on mettait toute notre pub Facebook pendant tous les mois froids. Ouais. Fait que là, tu vois, en ce moment, on est à peu près, en janvier, on était à 15 000 $ de pub Facebook. Puis tu sais, on dit ça à les entreprises plus grosses que nous, des fois, puis ils capotent parce qu'eux mettent 2-3 000. Mais tu pourras jamais bâtir une bonne présence en ligne si tu mets juste des petits 2-3 000 puis que ton agence te coûte déjà 2 000. Fait que c'est comme... C'est ça. Fait qu'il y a un saut quelque part à faire aussi en gardant la rentabilité, là. Fait qu'on y va all-in, nous, quand il fait froid. Puis quand il fait plus chaud, on fait des kiosques, on fait d'autres choses. On prend le temps de s'organiser les mois chauds pour toutes les campagnes publicitaires qui vont s'en venir tout le reste de l'année. Donc, en juillet, on travaille sur les pubs. Incroyable. Donc, quand même beaucoup concentré dans du ads. C'est ça, dans de l'ads. C'est vraiment le cœur. C'est sûr que pour le moment, qu'on a trouvé qui est le canal qui marche le mieux pour nous parce qu'on fait de l'éducation en même temps, le produit sur différents angles. Fait que c'est vraiment ça qui marche le mieux. Puis des kiosques, mais on n'a pas une assez grosse équipe pour faire autant de kiosques qu'on voudrait. Ouais. Les meilleurs pour le faire, c'est nous. Puis nous, on est aussi très occupés. Oui.
Fait que, tu vois, les kiosques, c'est quelque chose qu'il va falloir régler parce qu'on le voit qu'il faut en faire plus, puis on n'a pas encore l'équipe pour en faire plus. Puis ça coûte super cher engager des gens pour les faire à ta place, qui connaissent pas plus ton produit. Et les événements suivant où tu prends une place et tout, c'est quand même un bon billet aussi. Aussi. Fait que tu vois, on teste des événements complètement différents en ce moment. En fin de semaine, on va être dans des fêtes de semences. Tu dis, c'est quoi le rapport de la tisane? Mais c'est des gens qui aiment les plantes, tu sais. Puis on a testé un kiosque l'année dernière. C'était pas cher. Les gens étaient tous gentils, tous intéressés de savoir plus sur le produit. Ce qui est très différent des kiosques de Noël, que on va passer le monde qui boit leur coke, puis là, tu leur parles d'une tisane santé. C'est difficile de choisir ces bons événements, ces bons kiosques. Là, donc, on teste toutes sortes de kiosques différents, puis on essaie de réfléchir en dehors des événements plus populaires qui sont super chers aussi, là. Hyper intéressant, ok. Donc c'est vrai que on manque beaucoup d'ads, on va dire stratégie, j'ai envie de dire classique e-commerce où tu fais de l'ads. Moi c'est vrai que ça parlait un peu des influenceurs, je comprends le point effectivement. Moi aussi étant créateur de contenu, je trouve ça intéressant que tu mettes ça sur la table. Et c'est vrai qu'il n'y a rien de magique. Moi-même étant créateur de contenu, j'aime pas le mot, mais influenceur aussi. C'est vrai qu'il n'y a rien de magique. C'est pour ça que c'est bien que tu le dises. C'est pas parce que vous allez faire appel à un influenceur que ça va forcément fonctionner. Et encore plus, suivant votre produit, chaque produit, effectivement, va amener une stratégie de marketing d'influence différente. Et la sélection va être là, effectivement, comme tu dis, c'est que tu n'as pas trouvé les influenceurs qui allaient te permettre de rejoindre ton public. Parce que c'est vrai que ça, petit aparté pour ceux qui nous écoutent, souvent on a le réflexe des fois de se dire je vais aller vers les gros influenceurs. Attention à ça parce que souvent ils ont des audiences diluées, ils vont parler de plein de choses et donc au final, suivant le produit avec lequel vous allez arriver, vous n'allez pas être capable de vraiment toucher votre public, voire vous allez même, ça arrive, faire 0 vente ou alors même 0 retour, 0 abonnement. Donc ça c'est vrai que oui, c'est pour moi un des leviers les plus puissants aujourd'hui, le marketing d'influence. Et je dis pas ça parce que je vois aussi moi les résultats de mon bord. Mais par contre, je suis le premier aussi. Même moi, quand des fois je suis invité à des événements ou autres, à des moments je me dis, mais même c'est même arrivé où je suis invité, je me dis, je n'ai rien à faire là. Ils ont mal fait la sélection. C'est déjà arrivé que je suis invité à un endroit et je pars 10 minutes après. Je dis, c'est pas moi. Enfin, il y a eu une erreur de casting. En fait, tu as dit le bon mot, ils n'ont pas fait la bonne sélection. C'est ça. En fait, pour le marketing d'influence, puis pourquoi qu'on l'a écarté, c'est pas qu'on y croyait pas, c'est qu'on savait qu'on n'avait pas le temps que ça prend c'est vrai. Pour y mettre. Puis que les tests qu'on avait faits, ce que je veux dire, c'est pas qu'ils étaient pas concluants, c'est qu'il n'y avait pas de vente directe pour nous. Puis à notre stade d'entreprise où on est petit, quasiment chaque argent qui sort, il faut que pas trop longtemps après, faut que ça revienne. Fait que pour nous, le marketing d'influence semblait plus de la notoriété à long terme, vu aussi qu'on n'avait pas super bien choisi. Donc, c'était de la visibilité puis tout, ce qui reste important. Fait que ça dépend aussi de ton objectif. Fait que nous, notre objectif, c'était pas la notoriété puis la visibilité. Fait que là, on avait vraiment de la misère à trouver ceux qui allaient rapporter plus à court terme. Là. C'était ça notre défi, en fait. Là. C'est vrai que c'est compliqué encore plus. Là, tu sais, j'étais en train de faire l'exercice dans ma tête, moi qui ai beaucoup en tête les visages. Et là, c'est vrai que si je devais t'en sortir direct, j'aurais pas, on va dire, ceux qui sont vraiment dans le cœur de cible de Floem. C'est vrai que c'est au plus tu arrives dans comme tu dis, on va dire une boisson, on va dire, mais toi tu as vraiment aussi un côté éducationnel dedans. T'es pas juste des tisanes, tu arrives avec des tisanes aux saveurs boréales, sans arôme ajouté, tout ça. Donc c'est vrai qu'il faut trouver particulièrement au Québec, vu que c'est très nouveau le marketing d'influence dans la province. C'est aussi à des moments mal perçus, ce qui bloque aussi des fois la progression. On a en tête souvent, c'est juste des gens de télé-réalité qui font des trucs, alors que tellement pas. Il y a tellement des influenceurs dans des niches qu'on n'imagine même pas. Et c'est vrai que c'est bien que tu le soulignes. Et c'est intéressant que tu aies au début voulu aller là-dedans et que tu aies testé. Parce que c'est une belle opportunité, mais là je comprends complètement que dans du e-commerce d'aller dans de l'ads où là tu vas avoir du retour direct. Après ça aurait pu être de coupler éventuellement campagne d'influence, tu leur demandes du contenu UGC, donc généré par eux-mêmes, et après tu les mets en ads. Moi je l'aurais bien couplé comme ça, tu leur demandes de faire une vidéo ou alors juste peut-être même pas diffuser sur le réseau, comme ça dans l'ads tu as un visage connu et toi tu arrives avec ta force publicitaire, ça aurait pu être un bon complément.
Ce qu'on a fait pour ça, parce qu'on a un petit peu fait, tu sais, par-ci par-là, quand même, des petits efforts. Mettons, des fois, quand c'était des contenus plus difficiles à filmer ou que nous, on n'avait pas le temps de faire, on l'a fait, par exemple. On a lancé aussi une infusion pour le bain. Tu sais, je parlais qu'on était plus connus pour nos tisanes. En fait, c'est qu'après tout ce broyage-là, il y a une poudre de thé Labrador qui reste, qu'on devrait jeter, qu'on ne sait pas quoi faire avec. Des fois, des lots aussi qui sont moins esthétiques, mais qui sont... on travaille avec la nature, là, donc des fois... qui sont pas assez esthétiques pour que je les mette dans mes produits, mais qu'on va pas les jeter. Donc, avec toutes les pousses d'épinettes puis du sapin, les résidus, on a créé ce sel de bain-là, en fait, qui est comme une infusion de bain. T'infuses ça. Mais là, nous, en fait, dans notre appart, on n'a même pas de bain, là. On peut pas filmer ça. Fait que, tu sais, ça, tu vois, c'est un contrat qu'on a donné, par exemple, à une influenceuse payant pour qu'elle nous fasse un petit vidéo un peu lifestyle. Elle boit sa tisane en même temps, elle est dans son bain, puis, tu sais, l'utiliser. Bien, ben oui. Fait que, tu sais, ça nous arrive quand même des fois de faire des petits trucs comme ça. Puis, vu qu'on n'a pas encore, comme je disais, trouvé des bons personnalités publiques, tu sais, on n'a pas encore de UGC avec des visages comme connus, mais ce qu'on a fait, on a fait un peu ce concept-là, mais avec nos utilisateurs. Fait que si tu commandes en ligne, après, je pense que c'est après un mois, ben il y a toutes sortes il y a les flows, comme je disais. Après un certain flow, après un temps d'utilisation, tu vas recevoir un courriel qui va te dire que si tu veux faire un petit vidéo de toi avec le produit, que tu reçois une carte cadeau de 50$. Puis ça, je sais pas trop c'est Fred là, qui a trouvé ça dans des... Je pense qu'il avait entendu ça dans un podcast. Puis tu vois, on s'est mis à recevoir quand même surprenamment beaucoup de vidéos. Fait qu'après, on est capable de faire des montages de vraies personnes. Puis on leur donne la carte cadeau, peu importe qu'ils soient bons ou pas leur vidéo. Ça, c'est comme non négociable. On dit juste, on suggère de dire Flo aime, exemple, quel produit, puis pourquoi tu l'aimes, tu l'utilises comment. On donne quelques petites idées, puis on laisse la personne faire. Puis des fois, les vidéos qui sont lettres, ils sont super pas beaux, mais les gens, ils marchent tellement bien en publicité parce que les gens, ils sentent pas que c'est une belle pub raffinée. Exactement. Il y en a une, et puis on rit tellement. La madame elle-même, puis elle se filme, tu sais, un peu comme les personnes plus autres. Elle se filme de même, il y a comme un diffuseur qui fait de la petite boucane derrière, puis là, elle parle de même, elle est toute cute, là. C'est lui qui a le plus de views, puis le plus de conversions, juste de cette petite madame-là, tellement authentique, tu sais, fait que... en tout cas, ça, c'est un exemple là, qu'on a fait d'automatisation infolettre pour récupérer des vidéos. Puis cette carte cadeau-là, ben ça fait qu'il y a redépense en ligne après. Fait que ça a un coût pour nous, mais au moins c'est un coût en produit, puis ils vont sûrement peut-être ajouter quelques autres choses au panier. Si nos stratégies fonctionnent. Trop bien. Mais alors, c'est trop bien parce que c'est la base. C'est la base de l'UGC. À la base, c'est vraiment que les utilisateurs, à la base, c'est venu naturellement de... tu sais, c'était la grande époque, on va dire, des influenceurs, notamment des créatrices de contenu qui parlaient de maquillage avec Sephora. C'est un peu là que c'est né un petit peu, qu'il y avait des retours spontanés. Donc, c'est intéressant que tu reviennes un peu à la base de, tu sais, c'est sûr que l'UGC, à la base, si vos utilisateurs peuvent vous en produire, c'est même, c'est incroyable. Bon, comme tu dis, des fois, c'est pas comment tu veux exactement, parce que ça demande certains professionnalismes et certains codes, mais incroyable. Donc, on va dire stratégie classique e-commerce où là, c'est toujours le cas comme beaucoup d'e-commerce. L'ADS, ça, c'est toujours ça le pilier. Et j'imagine que là, de plus en plus, vous renforcez comme beaucoup d'e-commerce, emailing, enfin l'infolettre. Oui, exact. Stratégie. Puis le emailing, tu vois, on teste un peu différents sujets, différentes choses. Tu vois, parce que nous, on est aussi dans les bienfaits, mais c'est comme touché parce qu'avec Santé Canada, on n'a pas le droit de parler de bienfaits, surtout pas sur les emballages, mais c'est dans les questions que tout le monde nous écrit, dans toutes les pubs ou par courriel, tout le monde veut savoir les bienfaits. Fait qu'on essaie de rester vague puis générique avec des choses qui ont des très bonnes sources. Fait que tu vois, l'infolette, c'est un peu une façon de contourner, mais en restant très soft, là, pour en fait répondre aux questions que tout le monde nous pose puis tout le monde veut le savoir. Donc ça, c'est des stratégies qu'on a testées. Admettons, on a fait une campagne New Year, New Me qu'on appelle, puis au lieu d'être juste des choses à atteindre, des nouvelles objectifs, ben c'était un peu des façons d'apporter différents sujets. Fait que tu vois, on a testé des campagnes par sujet, mettons. Ça, c'est un nouveau test qu'on a fait cette année. Puis là, tu vois, on travaille sur beaucoup d'articles de blog en ce moment. Fait que là, on mélange stratégie SEO et stratégie de contenu dans tout ce qu'on fait. Fait que pendant les 2-3 prochains mois, on travaille full fort pour tout faire beaucoup de contenu de blog.
Puis on va le réutiliser dans nos stratégies emailing pour être pertinent. Puis pas juste toujours parler du produit, 100%. D'avoir d'autres contenus qui est intéressant autour puis qui va ramener aussi du référencement organique vers le site web. Là. Fait que tranquillement, là, les prochains mois, c'est vraiment SEO. SEO. Ouais. Mais ça, c'est aussi un autre point hyper important pour les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, c'est délivrer de la valeur. C'est un autre point clé là, que tu viens d'énoncer. Délivrer de la valeur, le but, c'est... moi, ma spécialité, c'est plus les médias sociaux et c'est ce que je dis quand que j'accompagne des clients en organique. Si vous faites juste un post ou chaque post, c'est juste votre produit, là, ça devient circulaire et les gens veulent pas s'abonner à un circulaire. Délivrer de la valeur, là, tu parlais des bienfaits, tu parlais de qu'est-ce que ça peut apporter, tu parlais de rentrer dans la vie des gens. C'est ce qu'il faut garder en tête, c'est apporter de la valeur et pas juste vouloir prendre, mais aussi donner. C'est ça qui est un peu contre-intuitif, parce que tu dis, moi, je veux qu'on achète mon produit. Oui, mais on donne de la valeur. Qu'est-ce que peut apporter mon produit? Dans quel contexte? Ça pourrait être, par exemple, pour la Saint-Valentin, tu vas pas forcément dire achète. Ça va plus être offrez-vous un moment de repos, un moment de répit. C'est vraiment de penser toujours à la personne. Et aussi un autre point dont tu as abordé juste avant, qui fait la différence, c'est l'authenticité. Comme tu dis, c'était ton ad la plus percutante, la plus performante avec la madame. Les gens, on est de plus en plus, ça s'est accentué avec la pandémie, on veut se connecter avec les humains derrière les entreprises et plus forcément les entreprises. On le voit même au plus haut niveau. Maintenant, quand on pense à Tesla, on pense à Elon Musk, on pense plus à Apple, on pense à Steve Jobs, Tim Cook. On pense vraiment, même à très haut niveau, quels sont les humains derrière. Mais quand on dit les humains, c'est à la fois, c'est juste voir des visages, mettre des visages sur qui c'est Floem. Donc là, que ce soit par les utilisateurs ou par vous. Donc c'est sûr que ça, c'est aussi un autre point, c'est l'authenticité. Les gens veulent des choses authentiques et je pense qu'on est tous attirés aussi. De plus en plus, on regarde et on est curieux de voir. C'est aussi le propos de ce balado-là, c'est les gens qui aiment Floem, ils vont écouter, ils vont se dire ok, je pensais pas que Roxane elle avait vécu ça, peut-être qu'ils connaissent même pas l'histoire au final. Oui, aussi, parce que j'étais un petit peu tannée d'en parler au début, puis je voulais pas non plus que les gens... En fait, je voulais être certaine, après tout ce que j'ai vécu, que les gens perçoivent pas comme... Pas de la victimisation, mais comme juste pauvre petite, oh là là. Que t'appuies sur ça pour en mode encouragez-moi, entre guillemets. On dirait que j'avais envie de montrer autre chose. Puis, fait que tu vois, des fois, puis Fred, il arrête pas de me dire il faut qu'on refilme toi qui compte ton histoire. Bien sûr. Parce qu'on a juste des petits bouts par-ci par-là. Fait que. Dans le fond, c'est parce que ce qui est difficile des fois, c'est que nous, on voit toujours notre contenu, mais on oublie qu'il y a des nouvelles personnes qui s'ajoutent, puis eux, ils ont aucune idée là, d'on est qui, puis de tout ce qu'on a partagé dans les dernières années. Fait qu'il y a aussi un moment où il faut ramener les points importants, même si nous, on est tannés, même si nous, on croit que c'est clair, c'est pas nécessairement clair, tu sais. 100%. Et ça, je le disais encore en formation ce matin. En moyenne, si je dis pas de bêtises, on est en moyenne confronté à une centaine de contenus par jour sur les médias sociaux. Je te mets au défi, même moi, je n'ai pas la réponse de citer 5 que j'ai vus hier. Je suis pas capable. Donc, ça montre à quel point, non seulement ne pas hésiter à répéter les choses pour les nouvelles personnes, mais il faut aussi ne pas oublier qu'on a des cerveaux de poisson rouge de plus en plus. On oublie tout, on ne sait plus. En moyenne, on est confronté à une centaine de contenus et on se souvient peut-être de un. Des fois, on est chanceux, 3-4 contenus qu'on a vus hier. Mais c'est fou. Donc, c'est vrai que ne pas hésiter à répéter, ça, c'est une autre clé que Roxane partage, de remettre chaque fois, toujours se dire que oui, vous avez la vision sur tout, mais qu'il y a des gens, chaque jour, c'est leur jour 1. Ouais. C'est ça, faut pas l'oublier. Et moi, comme je dis, des fois, un jour, j'aimerais faire le test de juste poster la même affaire chaque jour pendant 365 jours. Et je pense qu'aux 365 jours, il y a encore des gens qui diront « Oh, merci pour le partage, je viens d'apprendre un truc ». C'est sûr que faut y penser, c'est vrai. Et même des fois, une personne qui l'a vu, des fois, on le voit inconsciemment, et même la pub aussi. Des fois, c'est pour ça que vous faites des tests AB aussi en continu. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va le voir sans le voir. Et au final, la personne va attendre peut-être d'être prise par une nouvelle accroche pour se dire « Ah, ok, là maintenant, je me pose sur la publicité. Et là, je vais lire, ok, qu'est-ce que Floem et tout ça. » Et là, il y a peut-être même des clients qui les achètent depuis 1 an, 2 ans, mais qui connaissent même pas toujours l'histoire, tu vois, c'est aussi, ça qui est intéressant. Ouais, puis des fois, on peut être surpris, là, c'est sûr qu'on fait beaucoup de pubs, fait que c'est un peu ça l'idée qui me vient en tête, mais une pub bien anodine là, que tu fais parmi les autres, parmi tous tes visuels que tu fais, puis là, boum, il y en a une qui part, mais pas toujours pour les bonnes raisons, tu vois. Nous, on avait été visiter un cueilleur, parce que c'est dans la forêt, là, on a fait plusieurs heures de route, même on a dû laisser notre voiture, il était venu nous chercher en camion, on faisait le reste en 4 roues, c'était vraiment, vraiment loin.
Puis on avait profité pour faire des petits contenus, tu sais, de filmer des choses. Puis j'avais juste pris un petit bout de tige labrador. Donc on voyait la petite tige puis quelques feuilles. Puis j'avais pris une petite photo, là, tu sais, avec ma manche. Puis ça, c'était notre visuel. Puis là, ça s'est mis à avoir des commentaires. Il faut pas récolter la tige, vous arrachez la forêt au complet. Puis alors que, en fait, on vend même pas le produit avec la tige. Là. C'était vraiment juste, je trouvais ça cute. Exactement. Puis là, on avait un gros débat entre Fred et moi. Je disais, mais il faut qu'on shut down cette ad-là. Là. Les gens écrivent toutes sortes d'affaires. Mais c'est elle qui performe le mieux. C'est comme, elle performe le mieux parce que vu que tout le monde écrit, ben, il dit, on va juste être infaillible dans nos réponses, tu sais. Puis de pas cacher les commentaires, de juste répondre à tout le monde. Ah, c'était une photo. Ah, en effet. Puis d'en profiter pour éduquer les gens. Puis les gens, ils continuent à commenter. Puis ça fait que Meta l'a full poussé finalement. On a fini après un petit bout de temps par l'enlever, mais elle a quand même fait son bout de chemin. Puis c'était quand même... en tout cas, c'était un petit exemple qui me fait penser de comment on apprend en pub. Puis que des fois, il y a des choses que tu penses pas qu'il va avoir de l'impact. Puis... c'est tellement négatif, pour vrai, on capotait, là. C'était comme les gens, ils pensent qu'on détruit la forêt. C'est l'inverse de notre mission, là. Puis finalement, tu sais, ça a quand même été correct. Puis il faut répondre aux gens, il faut être transparent. Même chose pour les reviews Google, là. Je vois tellement d'entreprises qui répondent même pas. Faut toujours répondre, que ça soit positif ou négatif. Tu réponds même pas quasiment. Si c'est négatif, puis la personne est juste fâchée, la réponse, c'est même pas tant pour lui, c'est pour tout le monde qui vont aller lire puis voir ça, puis ils vont voir que ta réponse, ben, fait-tu du sens? T'es-tu fâché? Les gens qui sont insultés, qu'ils prennent ça comme une attaque personnelle, qu'on critique le produit, ben, t'as le droit de pas avoir aimé. Bien sûr. Ah, ben, tu sais, il faut prendre le temps de communiquer, peu importe la plateforme, puis de répondre, puis d'être présent. Puis les gens le voient, que t'essaies d'être transparent au moins. Ça, c'est un autre énorme bon point que tu donnes, c'est la gestion, entre guillemets, des haters sur Internet. Ça, tout le monde va y passer. Hein. Je préfère vous rassurer si... peut-être que vous n'avez pas la vision, si vous êtes juste quelqu'un de curieux, lambda, mais si vous partez votre entreprise, ou si vous avez une entreprise que vous avez à des moments de la hate, c'est correct. Tout le monde passe par là quand on arrive à certains niveaux, que ce soit dans de l'organique, avec des certaines audiences ou avec de la publicité. C'est pas forcément que vous avez mal fait, des fois ça peut être une petite erreur et ça c'est le meilleur point que tu donnes, c'est que de toujours répondre. Souvent on a peur, des fois on se dit on supprime. Alors oui, il y a une limite, mais ce que je dis souvent en formation, dès qu'on est dans des commentaires on va dire injurieux ou autres, où on est presque sous le coup de la loi des fois suivant les commentaires. Moi, je prends l'exemple des fois qu'on fait des reviews de bouffe, des fois, c'est des insultes pures et dures. Ouais. Donc là, évidemment, ça, on masque, mais il ne faut jamais oublier que dans la courbe émotive, un hater, c'est souvent un fan qui vous aime beaucoup trop. Souvent, c'est quelqu'un qui a le curseur qui déborde tellement d'émotions. Et des fois, le fait de répondre, ça va permettre de ramener la personne aussi. Et de aussi voir qu'elle est comprise et qu'elle a des éléments de réponse. Et ça se trouve, ça va vous permettre de conserver un client parce qu'à des moments, il y a des choses qui vont être anodines ou j'ai reçu mon colis abîmé, désolé, c'est pas de notre faute, nous on gère pas le transport, c'est Post Canada ou peut-être un livreur ou autre. Je pensais avec la grève qui est arrivée. Exact, c'est pour ça que je l'ai en tête aussi avec la grève qui est arrivée. Elle est où ma commande, c'est une arnaque et tout ça. C'est que les gens, c'est vrai que quand ils n'ont pas un pied dans une entreprise, ils réalisent pas, ou à des moments c'est aberrant, vous faites payer les frais de port. Je pense que les gens ne réalisent pas au Canada le coût de l'envoi. À des moments, même quand tu envoies un frais offert pour toute commande de plus de 75 et autres, les gens ne comprennent pas que souvent, la business prend en charge une partie, quoi qu'il arrive. Tout le temps quasiment même. Ouais. Non, tu t'en sors plus. Puis la logistique derrière, tu sais, des fois, je me disais, il faudrait quasiment qu'on fasse une vidéo pour montrer... combien de fois j'ai dû prendre mon vélo puis parce que là la poste est passée puis il y avait des colis de plus qui s'étaient rajoutés puis que là pour aller livrer 3 colis au bureau de poste avant que ça ferme pour que ça parte, dans le sens où on voit pas non plus le revers derrière de tout le monde qui travaille vraiment fort pour que ton colis arrive assez vite, là, en tout cas. Mais c'est vrai que c'est des bons points à préciser parce que des fois, moi, je suis toujours ébahi quand je vois certains retours et je comprends aussi les gens. C'est que quand t'as pas l'habitude, tu le sais pas. On a tellement aussi des, entre guillemets, mauvais exemples avec Amazon où t'as l'impression que t'es là et le jour même ou le lendemain, des fois, il y en a, tu vois, qui passent commande à une petite entreprise et le soir même, ils disent « Elle est où ma commande ?»
Ouais. Ouais, c'était ce matin à 9h. Hein. Exact. Puis des fois, il y a des... Admettons, nous, on a eu justement un client comme ça qui capotait la semaine dernière parce que dans nos automatisations, on a des upsells qui apparaissent pour après. Donc, tu as fini ton achat, tu as déjà payé, tu as fait Enter, c'est fini. Puis là, boum, ça apparaît. Hey, tu veux-tu un infuseur à moins 10%? Ça peut être utile pour ça. Puis là, des fois, sans faire... C'est arrivé, c'est rare, mais ça fait exprès, quelqu'un l'a ajouté sans faire X ou sans pas répondre. Fait que là, nous, à l'expédition, on n'a pas pu l'expédier parce qu'il y avait un problème avec sa carte de crédit. Fait que là, on voyait que c'était pas payé. Fait que dès qu'un item est payé, l'expédition, on le met de côté. Mais c'était tellement vite qu'elle avait commencé l'expédition. Fait que ça l'envoyait un courriel automatique. Votre colis est en route, nanana, voici le tracking. Là, on a dû le canceller parce que à cause des problèmes. Puis là, tu vois, des fois, à cause des automatisations... Ça pour dire que des fois, il y a toutes sortes de bons outils que tu ajoutes qui vont aussi... ça se peut que ça va arriver, que ça va compliquer tes opérations. Puis tu vois, cette cliente-là, finalement, il a donné gratuitement, elle voulait canceller toute sa commande juste parce que tellement habituée que sur Amazon, tu reçois le lendemain... on avait reçu sa commande à moins 10, là, puis là, on était en train de la faire là. Fait qu'en voulant bien faire, puis tellement l'expédier vite, il y a eu des problèmes dans le système, puis tout. Puis là... quand elle était furieuse d'apprendre, puis c'était la fin de semaine, évidemment, 3 jours après que son colis n'était pas parti, tu sais. Fait qu'il n'y a pas de miracle, on n'est pas Amazon. Fait que, en tout cas, après, gars, on va perdre de l'argent puis tout, mais chaque client, faut pas être gratteux, là. Même si c'était pas de notre faute ce qui est arrivé, elle est vraiment fâchée, puis il faut régler ça. Elle ne recommandera plus jamais, sinon, là. Et éduquer, comme tu dis, en répondant, t'éduques aussi. Et je pense que c'est important à cette époque où il y a de plus en plus des énormes joueurs avec des réalités, comme tu dis. Bon, on a Amazon, mais ça pourrait être dans des grandes chaînes de restauration aussi, versus un petit resto, tu sais, de aussi des fois avoir de la compassion pour qui on a en face et essayer de comprendre tu peux pas jouer dans la même cour que ces acteurs-là où, tu sais, tu peux pas avoir 5 personnes versus 6000 personnes et attendre la même chose et attendre les mêmes bienfaits, les mêmes bénéfices aussi. Donc, c'est un bon point. C'est pour ça que je trouve ça intéressant que tu aies dit ça, de répondre et que là, au final, tu es parti d'une campagne. À la base, on parlait de ça, de la campagne qui était entre guillemets négative, mais qui au final t'a permis aussi d'atteindre des très bons résultats. Donc, forcément, elle était rentable, elle a amené des personnes et ça a été au final un outil d'éducation. Faut arrêter des fois de toujours avoir peur de la moindre critique. Il y a des critiques qui sont là aussi pour amener une réponse aussi, et des fois c'est que les gens comprennent pas et des fois il faut juste leur expliquer et après il y en a qui veulent toujours pas comprendre, on va pas se mentir, la réalité du terrain c'est ça aussi, encore plus dans l'e-commerce, c'est un des plus gros enjeux, surtout quand tu fais du e-commerce de produits physiques, ça a plein d'enjeux, encore plus vous avez le contrôle de la production, l'expédition, et là on réalise pas à quel point tu sais, c'est pas juste tu cueilles des petites choses dans la forêt et après tout est beau. J'imagine que, on en a un petit peu parlé, mais que vous dealez avec des problèmes à longueur de journée, à longueur de semaine, avec le service clientèle, avec ci, avec ça. Toutes sortes de choses. On a aussi une complexité de modèles d'affaires à cause du cash flow. Là. Nous, pendant les 3 mois de récolte dans l'année, c'est là qu'il faut qu'on débourse des milliers, des milliers. Puis là, il faut qu'on essaie de calculer combien qu'on va grossir, tu sais. Si on calcule trop pour avoir la hausse des ingrédients, mais il faut être capable de le payer. Les cueilleurs, il n'y a pas de 30 jours net, là. Ça n'existe pas, là. C'est beau. Nous, c'est comme 1 semaine, puis c'est comme le mieux qu'on peut avoir, là. Il y en a que c'est comme si tu payes pas, je te l'envoie pas, là. Puis là, tu reçois ça, puis c'est n'importe quoi, là, tu sais. En tout cas, les cueilleurs, c'est un autre sujet. Monde. C'est un autre sujet, c'est un autre monde. On pourrait en parler des heures. Mais... ouais, en tout cas, mais je pense que le plus grand hate-love qu'on a vécu, ça vient de me repopper, c'est vraiment parce qu'on s'appelait Pilki avant, quand on est passé au Dragon en 2021. Parce que là, nous, on avait Pilki, ça voulait dire Nouvelle Terre en Abénaki. On avait comme tout créé notre nom d'entreprise pour justement comme faire un clin d'œil aux Premières Nations. Puis, et ça a fait effet inverse, appropriation. Fait que c'était les deux. Il y avait soit les gens, oh wow, c'est tellement une bonne idée, tellement un beau clin d'œil. Puis là, après les dragons, c'est comme la première fois qu'on a été plus exposés, tu sais, à la télé. C'était la COVID, tout le monde regardait juste la télé. Ça a été des années records. Ça va m'amener à un autre sujet après qu'on a réussi à changer pour Shopify 1 mois avant notre passage. Notre site n'a pas crashé. Je pense que c'était un bon move, honnêtement. Tous nos consultants nous disaient, vous avez 1 mois, vous y arriverez pas. Puis Fred était genre, incroyable. C'est pas vrai que notre site va crasher.
En tout cas, ça, c'est un autre sujet. On a bien fait de passer à Shopify. Là. Vraiment, c'est vraiment Je le mieux. recommande à tout le monde, honnêtement. J'ai pas de part dans Shopify. Hein. Je dis pas ça comme ça, mais c'est vrai que c'est aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, c'est la meilleure solution pour faire de l'e-commerce. Exact. Et souvent, on disait pour une petite entreprise, mais aujourd'hui, il y a des énormes joueurs qui sont avec Shopify aussi. Donc, oui, les développeurs, les puristes vont dire « Ouais, mais c'est vrai que si je fais une solution maison, ben moi, j'ai pas de frais, blablabla. » Mais vous imaginez pas à quel point un site internet, tout ce qui peut se passer encore plus dans le e-commerce. Des fois, ça crache, on s'endort le lundi, tout va bien. Le mardi matin, ça marche plus. Pourquoi? C'est le problème. Puis quelques heures, là, tu dépenses toutes tes 100%. Pubs, tous les gens qui atterrissent, tout fonctionne pas. C'est énormément de pertes. Donc, Shopify, vraiment très solide. Si vous voulez demain créer une boutique en ligne, je vous invite vraiment à passer par Shopify, soit vous faire la main, comme vous avez fait au début. Si après, vous voulez passer par une agence, un externe, pour renforcer le site, faire du custom, mais c'est une solution incroyable. Donc, avant les dragons, Shopify. Exact. Fait que ça a été vraiment crucial. Que le site n'a pas crashé, on a réussi. Mais tu vois, on n'avait pas encore fait notre formation marketing. On n'avait aucun... À part je pense même pas qu'on avait l'abonnement à l'infolette, là. Tu sais, t'imagines... Donc, t'as perdu. T'imagines? On repense à ça. On s'est dit... Puis on est passé au dragon trop vite aussi. On aurait dû attendre. Tu veux tellement être vu au dragon. Bien sûr. Genre, j'en viens juste pas. On aurait juste... Même pas d'infolette, même pas de pub, même pas de retargeting, même pas rien, tu sais. On aurait pu en sortir au moins 5 fois plus si on avait juste fait la base, tu sais. Mais ça, Fait que, mais tu sais, on peut pas... on apprend ce qu'on apprend. On peut pas toujours... On va juste passer notre vie à se dire si j'avais su ça avant aussi, là. Mais en tout cas, c'est quand même un petit truc, là. Parce que c'est comme un classique au Québec. Tout le monde va être au dragon. Il y a vraiment des bases à faire importantes avant si on veut maximiser. Fait qu'en tout cas, quand on est passé au dragon, c'est là que... Il y en a toutes sortes de messages. J'ai vu que vous êtes blanc, vous n'êtes pas autochtone, nanana. Puis ça nous avait déjà fait réfléchir depuis quelques mois qu'on réfléchissait à changer d'emballage, changer de visuel. Notre logo qui nous gossait vraiment avec la petite branche qu'on pouvait pas réussir à mettre nulle part en marketing, que tu te rends pas compte au début en editing ou sur les produits, ça marchait vraiment mal. Fait que c'est là, après les dragons, qu'on a décidé de tout démolir notre image de marque. Ça a dû être un choix difficile, ça, quand même. On capotait, on a dû aller prendre des prêts aussi. Ça a été plusieurs milliers. Ça a été 1 an et demi de travail avant de pouvoir lancer Floem. Fait que pendant 1 an et demi, tu vends tes produits Pilki. Mais là, on voulait pas faire tous les travaux pour entrer dans les bannières parce que là, on allait tout devoir tout changer. C'est plus les mêmes formats, ils vont nous détester, tu sais. On voulait pas trop faire full pub Pilki non plus parce qu'on savait qu'on changeait. Fait que ça a été tellement difficile, mais ça a été vraiment un des meilleurs choix qu'on a fait parce que enfin, notre nom, il représente un peu plus ce qu'on a fait parce que on avait, j'ai pas dit, mais on avait brainstormé Pilki dans le retour de Rimouski dans la voiture. Donc, chaud, ouais. c'est ça. Donc, on a juste brainstorm ça. Pilki, sur Google. Pilki, ça veut dire telle affaire qui est cool. Ça part. Puis là, les gens essaient d'écrire Pilki, Pilkai, Piklai. On n'avait aucun mot-clé. Les gens ne trouvaient même pas notre site. Là. Fait que finalement, le changement de branding, c'est pas à prendre à la légère, surtout avec un changement de nom aussi. Mais ça a tellement valu la peine de tout refaire ça. On a pris une agence pour nous aider pour ça. On se sentait pas... on voyait qu'on n'avait pas du tout l'expertise pour faire ça. C'est justement après les dragons, là, Marie-Josée de Prana nous a référé, en fait, l'agence avec qui elle travaillait. Puis eux, on était leurs premiers aussi petits clients. Là, en fait, c'était des grosses entreprises qui prenaient, mais tu sais, ils ont fait ça avec nous. Puis ça a vraiment valu la peine de sortir des sentiers battus. Puis, tu sais, maintenant, on a beaucoup de textures, beaucoup de couleurs. À part David City qui avait amené un peu plus de couleurs dans la tisane, c'était vraiment un monde très traditionnel, très plein, les boîtes de carton carré, pas des sacs avec la texture puis tout ça différent. C'est vrai que c'est très beau. Je ne sais pas si vous connaissez les emballages et tout ça, Floem, mais c'est vraiment beau. Honnêtement, c'est vrai que c'est mémorable aussi. Quand on les voit, on s'en souvient. Fait que ça, c'est dans les stratégies qu'on a vraiment faites aussi pour, avant de pousser autant puis d'investir autant dans la marque, on s'est juste assuré de tout revoir la base. Est-ce que notre produit il attire la bonne clientèle? Est-ce qu'il se démarque en tablette? Parce qu'il y a des centaines de produits en tablette. C'est clair. Est-ce que c'est un nouveau point de vente qu'il voit? Il a l'impression que c'est un produit comme les autres ou il va comprendre tout de suite aussi? Lui aussi, il veut que sa clientèle voit la valeur ajoutée facilement. Fait que ça a été beaucoup de choses qui ont aidé pour les ventes après. Puis maintenant, tu vois, on a automatisé aussi, on a un Shopify B2B aussi.
Fait que comme ça nous enlève une grosse partie de gestion de vente parce qu'il y a toujours des entreprises qui vont vouloir commander appel, courriel, puis d'autres qui vont toujours vouloir être autonomes. Ça te déload, Exact. Fait qu'eux, ils se connectent dans leur Shopify B2B. Il y a tous les produits déjà, les bons prix déjà, toutes les descriptions de produits. Trop bien. Tout est automatisé. Puis tu vois, les gens, souvent, ils voient nos pubs, ils vont sur notre site, ouvrir un portail B2B, puis là, ça l'ouvre les leads, ils se connectent, ils peuvent commander ce qu'ils veulent. Fait que même nos pubs B2C, en fait, ouvrent des comptes B2B finalement aussi. Très, très bien pensé. Ouais. Et donc là, est-ce que vous vous concentrez principalement, parce que forcément le marketing amène de où est-ce qu'on vend, est-ce que seulement au Québec ou il y a une volonté de aller aux États-Unis, en Europe, ouvrir des boutiques? Si tu parlais de David Sti, c'est quoi la stratégie là? C'est quoi que tu as en tête? Très large comme question. Ouvrir des boutiques, c'est le dernier dans la liste. Puis on a vu avec la COVID pourquoi. Les frais d'entretien, il faut être présent, les bails et tout. Donc ça, c'est vraiment... puis il y a beaucoup de gens, beaucoup de clients qui nous demandent, qui aimeraient vraiment ça, qu'on puisse, mais on ne pourra pas grossir à court terme si on fait ça. Personnellement, pour notre entreprise. Fait que c'est vraiment... En ce moment, on essaie de bien finaliser le Québec parce qu'avec notre changement de Pilki vers Floem, même si ça faisait plusieurs années que la business existe, puis nos produits, puis tout, il y a une partie des gens qui n'ont pas vu nos messages de transition. Fait que là, eux, ils croient qu'on est une nouvelle compagnie. Il y en a évidemment qui ont su et tout. Puis pour essayer de passer le message, d'ailleurs, on voulait pas jeter toutes sortes de sacs Pilki, donc on les a produits, puis on les vend sur Too Good To Go. Fait que ça fait déjà un an et demi. J'avais vu Floem sur Too Good To Go. Fait qu'on met Floem, on met pas Pilki, on met le logo Floem, tous les visuels Floem. Fait que ça fait des gens qui voient le logo de plus, des milliers de personnes qui voient notre logo de plus. On passe nos sacs Pilki qu'on aurait dû jeter, donc de la perte. C'est la même recette. Donc, ils passent, puis un à un, on leur explique, voici, on était Pilki, on est Floem. Fait que ça prend du temps, mais ça rentre dans la stratégie de visibilité puis de transparence, puis comme on disait. Fait qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne sauront jamais que Pilki est devenu Floem puis qu'on est différent. Puis dans tous les cas, maintenant, on en parle de moins en moins. On a vraiment travaillé 2 ans là-dessus. Ça fait 2 ans que Floem, en mars, là, qu'on est Floem. Fait que maintenant, on focus vraiment sur le nouveau brand. Fait qu'on a tous... C'est comme si ça faisait 2 ans qu'on existait dans le sens... Fait qu'il faut vraiment qu'on se refasse connaître au Québec, qu'on retravaille un peu cette énergie-là qu'on a perdue. Pas perdu, là, mais avec le momentum de Pilki. Fait qu'on essaie vraiment, en ce moment, on rentre dans les grandes bannières. Plus, on essaie d'être présent le plus possible en point de vente. Donc, on est vraiment focusé Québec. Donc, être en point de vente partout. Puis, être en ligne partout. Comme ça, en ligne, ça pousse les points de vente aussi. Puis un coup que ça va vraiment s'améliorer. On a déjà fait beaucoup de bons gains dans les derniers mois, dont 135 IGA qu'on a eu un listing. Wow, bravo, incroyable. Et chez Avril, on essaie de rentrer plus de produits chez Avril en ce moment. Tranquillement, on va voir si on peut rentrer chez Metro. Donc, on est vraiment focusé sur les points de vente, beaucoup sur le Québec, parce que on est francophone, on est d'ici, on veut vraiment encore mieux s'établir avant d'aller ailleurs parce qu'il y a tellement de frais d'exportation, on en parle pas, là. Ouais, c'est clair. Fait qu'on a commencé à suivre des cours. À l'automne, on a suivi des cours sur l'exportation. On a tous monté des plans d'exportation juste pour voir ça a l'air de quoi, commencer à s'informer, avoir ça en tête, puis on a vu, OK, c'est... Surtout nous, avec notre difficulté de cash flow, comme on dit, qu'il faut tout acheter, tout prévoir. On n'est pas assez gros encore pour faire des gros moves, admettons, aux États-Unis. Fait qu'on va concentrer sur le Québec puis faire des moves plus relax, plus tranquilles, qui sont pas considérés comme des vrais plans d'exportation, là. Fait qu'on va tranquillement à Toronto. Puis on testait la publicité pour la première fois en anglais, justement, depuis cet automne, pour voir un petit peu quelle province. Parce qu'on le voit aussi, hein, on utilise, dans le fond, les données B2C pour voir de l'intérêt B2B. Ben oui, bien sûr. Fait qu'on a pu identifier qu'à, mettons, on avait plus d'intérêt au BC puis en Alberta. Puis, tu vois, on a commencé à avoir des ouvertures de compte en Alberta, des ouvertures de compte au BC. Fait qu'on voit, ça nous aide à voir quelle province qui a plus de clientèle qui est intéressée pour concentrer nos efforts marketing. Fait qu'on va continuer à focusser sur le Québec. Puis, en deuxième plan, tranquillement, avancer l'Ontario, avancer ces provinces-là qui ont plus d'intérêt. Pour le reste, je dirais, on a quelques petits points de vente aux États-Unis aussi, mais avec toute la situation... Oui.
ça fait juste nous dire qu'on va attendre que tout ça passe, puis on va voir, tu sais. Puis pour l'Europe, en fait, c'est beaucoup des consommateurs d'herbes. Donc pour nous, ça serait un bon marché. Donc Fred est allé faire une mission commerciale là pour voir. Puis on a toutes des structures de prix complètement différentes, les notes, des frais d'exportation, toutes sortes d'affaires. Donc on commence à s'informer, mais c'est vraiment un monde à part à étudier. Donc il faut vraiment quand même être prêt puis être gros. Puis un coup, c'est pas parce que tu as ouvert un point de vente que ça sort, là. Donc ouvrir un point de vente, c'est le début du travail. Donc, on a bien beau travailler fort. Il faut être sûr qu'on ait la structure pour faire mousser le reste après. Donc, pour le moment, l'Europe, tu vois, c'est beaucoup des commandes d'ingrédients en vrac. Parce que là-bas, il y a beaucoup de cuisine étoile Michelin et tout. Bien sûr. Fait que, par exemple, on a un client en Suisse qu'on vend en vrac au kilo toutes sortes de nos épices de la forêt. Génial. Puis lui, il revend à d'autres côtés culinaires. Fait qu'on fait découvrir le Québec de d'autres façons que les tisanes en ce moment. Puis c'est ça permet de varier aussi notre modèle d'affaires. Donc, beaucoup de microbrasseries, distilleries ou cuisines. Puis c'est des clients aussi qu'on a au Québec, là, qu'on a dans toutes les provinces, là. Mais tu vois, ça, c'est un peu plus notre avenue en ce moment pour l'exportation. Ça s'enligne plus sur les épices que sur la tisane dans un premier temps. Parce que même si les deux, c'est les ingrédients de la forêt, c'est pas les mêmes fonctionnements de marge. Puis en vendant, admettons, nos épices, ben c'est pas nous qui s'occupent de la commercialisation. Après, nous, on fait juste fournir, augmenter notre quantité, notre volume de récolte, avoir des meilleurs contrats avec les cueilleurs, avoir une meilleure notoriété après les cueilleurs, qu'entre eux, ils disent affluents, on leur fait confiance, ils payent toujours bien, ils sont toujours là, ils commandent à chaque année. Fait qu'on bâtit quelque chose aussi, comme dire, vu qu'on est manufacturier, on faut bâtir sur tous les niveaux en même temps, là. Ouais. Hyper intéressant, parce que c'est vrai que je pose souvent cette question, mais ce que je disais dans l'épisode précédent, c'est que souvent, des fois, je vois que les entreprises, moi qui regarde ça, vous l'entendez ou vous le voyez à mon accent, je suis français. Ça fait 5 ans que je vis ici, donc j'ai quand même un regard aussi en ayant énormément voyagé, en ayant vécu dans différents pays, de différents marchés. Je trouve ça toujours bien d'assumer de vouloir faire au Québec pour le Québec, parce qu'il y a déjà tellement à faire. En tout cas, il y a 8 millions de personnes. Il y a déjà un marché énorme à inonder. C'est vrai que souvent, dans certains cas, je vois que des entreprises, elles veulent vite partir aux États-Unis. Bon, dans le contexte actuel, peut-être que ça a beaucoup changé, rebattre certaines cartes, mais il y a plein de choses à faire déjà au Québec avant de vraiment atteindre son plafond de saturation. Il y a quand même de la marge. Et je posais la question par curiosité pour l'Europe, parce que c'est vrai que le marché est beaucoup plus développé, on va dire, dans la tisane et tout ça. Mais c'est vrai qu'à l'inverse, tu as plus de concurrence. Et c'est vrai qu'en Europe, généralement, l'agroalimentaire, les coûts de production, vu que l'agroalimentaire est un peu plus poussé dans les techniques production pure, c'est vrai que ça coûte moins cher. Donc des fois, c'est peut-être pas un bon deal d'arriver avec un produit nord-américain qui coûte factuellement plus cher en sortie qu'en Europe, mais j'étais curieux quand même, donc très content aussi de la réponse de vous. Et c'est vrai que c'est très malin aussi. Déjà, au-delà du Québec, il ne faut pas oublier qu'il y a le Canada aussi. Donc oui, c'est ça. Il y a du travail quand même, il y a de quoi faire. On a beaucoup de territoire ici, on n'est pas un petit pays, donc il y a tout ça. Puis justement, développer des produits différents aussi là, qui aident vraiment là-dedans. Là. Exact. Le Québec, pour le Québec, il y a tellement de belles choses à faire et à faire découvrir aussi aux gens d'ici ce qu'il y a ici aussi. En fait, c'est ça. Puis c'est vraiment ça. Puis des fois, on le perd un petit peu de vue avec les opérations quotidiennes, mais c'était vraiment ça la base de Fluent. Moi, si mon frère m'aurait jamais apporté de thé labrador, je pense pas que je le connaîtrais, là. Fait que moi, je trouve ça vraiment aberrant, en fait, que on connaisse même pas nos plantes d'ici, puis que des fois, on les connaît, mais on n'y a pas accès. Fait que ça, c'était vraiment aussi... pourquoi qu'on a fait la boutique en ligne? Puis tu vois, dans la boutique en ligne, on a nos tisanes, donc tous nos produits en pochetés, en vrac, mélangés. Puis on a tous nos ingrédients individuels. Puis il y en a qu'on commande des petites quantités de rien, mais juste pour rendre accessible. Puis tu vois, ils sont même pas vendus en point de vente, même pas en rien. Des fois, ça fait que... je sais pas, une microbrasserie dit il voit tel ingrédient, fait que ça lui donne des idées, des chefs, même chose, mais notre but, c'est vraiment juste, au final, de faire... c'est ça, de faire découvrir, mais de rendre accessible pour que si je connais telle plante, que je puisse au moins pouvoir en commander puis pouvoir faire ce que je veux avec, tu sais. Puis je pense c'est juste le début, là. Il y a tellement de petites baies, là. Quand je vois les producteurs, tellement de baies méconnues. On n'a pas juste du sirop d'érable, là, tu sais, c'est clair. C'est un peu décourageant, là, quand on a le Québec, le sirop. Mais c'est vrai, j'avais des discussions pareilles aussi, plein de discussions sur même, tu sais, dans les aéroports. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus de variété, parce que c'est vrai que même quelqu'un qui est en transit,
Tu sais, on peut en revenir juste du sirop d'érable. Il y a tellement plus de choses. Moi, je sais que par exemple, mon miel préféré à vie du monde, c'est le miel de sapin. Oui. C'est un petit producteur qui récolte ça. Ben, je tombe amoureux de ça. C'est tellement bon. C'est québécois, c'est délicieux. Tu as vraiment un goût que tu retrouves pas ailleurs. Et ça, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. C'est comme tu disais, le thé du Labrador. Il y a tellement de ressources qu'on n'exploite pas, qu'on connaît pas. Et c'est dommage, tu sais, parce que autant le Québec déjà a besoin de connaître ça, mais comme tu dis, le monde entier, même les étoilés Michelin ou autres qui s'y intéressent, exact. Il y a une vraie richesse au Québec, tu sais, sur la gastronomie, sur l'agroalimentaire, sur la subtilité. Souvent, tu sais, on ramène ça juste, ok, sirop d'érable, poutine, mais c'est tellement plus que ça, le Québec. Ça, c'est pour ça que j'aime bien, je trouve ça hyper intéressant. D'ailleurs, comme quoi, petit point, je te le dis comme ça, tu le sais, que comme quoi, rien n'est inutile. Moi, j'ai découvert Floem sur Too Good To Go. Ah ouais? Tu vois, j'ai jamais eu le courage chaque fois d'aller chercher, mais chaque fois je les vois et je me dis, ah ok, parce que je crois que c'est souvent avant 5 heures, c'est avant que les bureaux ferment, donc je me dis, ça c'est le défi. Mais je le vois tout le temps, donc tu vois, comme quoi, chaque action, elle est hyper intéressante, tu vois, donc très cool. Puis ça aurait été moi qui t'aurais donné ton panier. Mais tu vois, c'est ça, je me dis, on se serait rencontrés plus tôt. J'ai carrément fait de la place sur mon bureau. La moitié de mon bureau, c'est le stock Too Good To Go. Puis les gens y entrent, puis je fais le tour. Puis les gens savent même pas que c'est à moi la compagnie là. J'ai mon petit filet, puis j'ai juste l'air d'une préposée. Puis je fais juste présenter le produit. Parfait, bonne journée. Génial. Puis ouais, c'est cool. C'est trop bien. Et tu sais, là j'arrivais j'allais te poser la question facile de concilier le pro, le perso, si on a déjà répondu bien plus tôt. Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut partir s'accompagner dans l'agroalimentaire demain matin? Parce que ce que je trouve intéressant, c'est que vous n'aviez pas d'expérience dans l'entrepreneuriat, vous avez juste fait ce que je pense être la meilleure solution. Vous avez juste foncé et appris sur le tas avec plein de niveaux et appris à chaque fois, évidemment. Mais si quelqu'un qui nous écoute, qui se dit « Ah j'écoute ce balado aussi parce que j'ai peut-être envie de me lancer dans telle industrie, dans l'agroalimentaire. » Quelqu'un qui veut partir quelque chose, peu importe, tisane, boisson, resto, tu lui donnerais quoi comme conseil? Ouais, aïe, c'est vraiment une grosse question. Dur, hein? J'irais comme plusieurs petits points. J'ai pas une grosse affaire, mais c'est que des fois, on voit une idée puis on dit « Ah ouais, ça a l'air cool, je vais faire ça. » Mais on est tellement déjà plein de belles petites entreprises au Québec qu'il faut faire attention de pas lancer quelque chose qui ressemble trop à d'autres, parce qu'après, puis ça crève le cœur, après, t'es comme contre d'autres entreprises du Québec, tu sais. Fait que des fois, je trouve qu'on peut être poussé à trop lancer rapidement quelque chose que nous, on aime, au lieu d'aller chercher qu'est-ce que le client, qu'est-ce que les gens recherchent. Est-ce que mon produit répond vraiment à un besoin? Parce qu'en fait, quand ton produit répond à un besoin, ça va se vendre tellement plus facilement. Clairement. Puis c'est ça qu'on veut au final, tu sais, si tu veux avoir une entreprise puis pas juste t'auto-mettre des bâtons dans les roues, créer un produit qui aura réellement la valeur ajoutée puis ou qui est vraiment différent dans un point si est proche, qui a vraiment quelque chose de très différent que les gens peuvent bien comprendre puis faire. Fait que nous, mettons, les plantes du Québec, il n'y a pas une grosse entreprise, c'est comme plusieurs petites entreprises régionales, par exemple. Fait que on n'est pas full contre d'autres compagnies, au moins, ça, c'est bien. Mais tu vois, même nous, on va devoir adapter certains produits. Puis là, je peux pas vraiment en dire plus, mais on va faire des releases dans les prochains mois dans nos abonnés. Puis là, vu que c'est dit comme un release, les gens savent que c'est un test. Puis on va laisser le marché parler pour nous, puis voir comment on peut intégrer certains produits à notre mission, puis s'il y a un intérêt. Fait que même après toutes ces années-là d'existence, on faut quand même... C'est parce que l'entrepreneur, il veut offrir un produit qu'il aime, mais il faut vraiment que ça corresponde à ce que... Complètement, oui. Les gens cherchent, ou quand tu lances un produit complémentaire, lui aussi il répond dessus, tu sais. Fait que nous, notre but dans ce qu'on va lancer, c'est d'aller chercher des ventes différentes, d'aller chercher une part de marché différente que les gens achètent déjà ailleurs, avec notre touche boréale, notre touche de produits d'ici. Fait que c'est un concept plus hybride, par exemple. Fait que ça, c'est ce qu'on va tester. Le teasing, là. Sans en dire rester plus. Connecté. Ouais. Fait que ça amène un petit peu le point que je veux dire qu'il faut vraiment faire attention de lancer quelque chose qui intéresse les gens pour Bien vrai, sûr. puis de le tester. Tu vois, notre campagne de sociofinancement, c'était pas juste des gens... On n'a pas un full grand réseau. On connaît aucun entrepreneur. On n'a même pas d'amis entrepreneurs. Là. Personne dans la famille. Ça nous a juste permis de tester est-ce que le produit est intéressant, puis de recueillir toutes ces données-là.
pour améliorer, puis vraiment aller dans le sens que ce que le client veut puis a besoin. Fait que ça, c'est vraiment ma plus grande suggestion, je pense, parce que c'est ça va juste être tout le temps plus simple puis vraiment mieux se vendre si ce que tu fais, ben il n'y a pas 10 personnes qui le font. Comme, c'est ça qui arrive avec les bières, ça se cannibalise, les spiritueux. Oui, ils sont tous un peu différents, mais les gens savent plus où aller, tu sais. C'est vrai. Fait que en agroalimentaire ou non, je pense qu'il faut faire attention à ça. Puis il y a tellement d'entreprises qui se lancent, c'est plus comme il y a 15 ans, là. Il y a une entreprise dans un domaine. Là. C'est clair. Fait qu'il y a la compétition soit d'ici ou d'ailleurs, puis il faut en tenir compte, là. Ouais. Très bon point, honnêtement, hyper bon conseil. Et ça, tu as un petit peu répondu, mais est-ce que tu as des ressources particulières qui vous ont aidé, tu sais, des personnes? Donc là tu as répondu dans l'entourage, pas forcément, on va dire, dans l'entrepreneuriat, mais tu le disais un petit peu, qu'il y avait plusieurs organismes qui vous avaient aidé, mais est-ce que tu as vraiment des personnes ou des ressources que tu as senties vraiment? La grosse formation aussi que tu as suivie? Ouais. Eux autres, ça s'appelait For Good Profit. OK. Là, vous allez vous faire bombarder si vous faites juste écrire leur nom, là. Ouais, mais il faut vraiment s'y commettre parce que c'était cher, puis ils font même une rencontre avec toi, puis si t'es pas assez sérieux, ils te prennent pas, là. OK. Donc, tu vois, eux, ça, c'est leur modèle d'affaires différent, là. Ils prennent pas n'importe qui, puis il faut que tu t'engages, puis il faut que tu mettes l'effort si tu le fais. Fait que ça, c'est une des choses qui nous a le plus aidé. Sinon, admettons, avec le CIBIM, ben là, ils ont toutes sortes de formations par-ci par-là, des journées, comme là, on va participer cette semaine à la grande dégustation. La semaine dernière, on faisait une formation à Chéri, donc hôtel, restauration, institution, pour ouvrir des nouveaux points de vente. Donc, il faut vraiment aller chercher... Nous, ce qu'on a fait, c'est que admettons, on voit, OK, dans ce domaine-là, ça dépasse nos connaissances, puis c'est important, ben on va aller chercher un cours dans ce domaine-là ou un consultant précis qui va nous aider. Donc, on a quelqu'un là qui nous aide pour tout valider nos chiffres, il repasse tout, il nous challenge. Donc, je pense qu'il faut vraiment aller chercher les bonnes ressources de ce que chaque personne voit qui lui manque un peu dans son trousseau, là. Nos prêteurs nous ont aidés, donc on est avec la BDC, puis Montréal, puis Evol. Evol faisait partie dans certaines subventions de ce qu'on a mis sur For Good Profit, par exemple. Avec Evol, on a aussi un fonds. Donc, moi, je termine en ce moment mon cours de sommellerie de thé, par exemple. Ça m'a aidé à couvrir cette formation-là. Il y a souvent toutes sortes de petits micro choses là, pour aider. Pour les transformateurs agroalimentaires, si c'est une grosse partie manuelle, il y a Agri-Conseil. Donc, nous, avec le CIBIM, ils nous aident à faire des demandes Agri-Conseil. Donc, ça, c'est des subventions pour les transformateurs alimentaires pour différents domaines. Donc, c'est vraiment d'aller chercher les ressources. Ça peut être des tables de concertation. Je sais pas, moi, votre endroit régional d'où vous êtes, bon, SADC, tout, là. Ouais. Et je pense que, tu l'as dit tout au long de ce balado, ça, vous avez été bon là-dessus. Il y en a qui ont plus de mal, mais allez chercher l'aide quand vous en avez besoin. Ouais. Si vous n'avez pas la réponse, entourez-vous de gens qui ont la réponse. Là, c'est là où vous avez été très bon. Comme tu dis, dès que vous voyez que vous bloquez un point, vous allez vous entourer d'un consultant, d'une structure qui va vous permettre d'avancer. Tu sais, comme là, l'e-commerce, vous avez pris une super grosse formation qui vous a aidé à accélérer. N'hésitez pas à aller chercher de l'aide et ne restez pas bloqué et vous dire, ça, je sais pas faire, donc je l'explore pas. Avancer, et on peut pas tout faire non plus. Des fois, on a besoin d'aller chercher l'expérience pour avancer aussi plus vite. Parce que dans les faits, c'est vrai qu'il y en a des fois qui ont la culture de je veux tout faire moi-même. Dans les faits, évidemment que tout est possible, mais ça va mettre 20 fois, 100 fois le temps. Alors que là, vous pouvez prendre des raccourcis. Après, ça veut pas dire qu'il faut pas comprendre. Comme tu disais, c'est important de comprendre chaque étape pour savoir est-ce que ce qu'on me propose, c'est bon, c'est de la qualité. Est-ce que je vois l'expertise là-dedans? Mais entourez-vous. Donc, c'est pour ça que cette question, elle sert à ça aussi, de montrer que on se construit pas tout seul dans l'histoire. Puis d'autres entrepreneurs aussi, parce que là, j'ai parlé beaucoup de ressources, mais autant les entrepreneurs, mettons, nous, on est en agro, ça aide beaucoup d'avoir d'autres gens dans le même domaine. Tu donnes des contacts, des ressources. Moi, il m'est arrivé ça. Puis tu vois, dans le CIBIM, on a connu toutes sortes d'autres entrepreneurs. Maintenant, on a des chats. Puis là, finalement, une autre personne t'invite dans un autre chat. Puis là, hey, qu'est-ce que vous pensez de telle affaire? Puis là, il n'y a pas comme un organisme qui est là, qui fait de la petite politique, là, qui dit que les belles choses. Là, tout le monde se met à bâcher sur une affaire. Oui, la réalité du terrain. Là, t'es comme, oh my God, je savais pas. Admettons, puis des fois, toi aussi, t'as un problème avec eux. Tu sais, je savais pas que tout le monde avait un problème avec eux, tu sais. Fait que vraiment, d'avoir du feedback de d'autres personnes, ça peut donner, juste te sentir compris, mais toutes sortes de ressources, puis toutes sortes d'aides. Puis là, des fois, dire, merci de m'avoir dit ça, je dirais pas avec eux, finalement, tu sais.
Puis finalement, on a pas mal tous les mêmes problèmes d'entrepreneurs, que ce soit... C'est sûr que plus tu es dans le même domaine, plus tu as les mêmes problèmes, mais que ça soit d'autres entreprises, admettons, j'avais fait des cohortes avec d'autres entrepreneurs, puis c'est vraiment surprenant comment on a tous les mêmes problèmes. Bien sûr. De cash flow, d'employés, d'énergie, 10 000 choses à faire, qu'est-ce qu'on priorise. Pro, perso, la solitude, des fois incompris, c'est vrai. C'est un très bon point. Ouais, entourez-vous d'autres personnes qui sont dans la même réalité que la vôtre, que ce soit dans la même industrie ou pas, mais c'est vrai que y a l'entreprise, mais il y a aussi les humains derrière tout ça, et c'est vrai qu'on n'en parle pas assez. Je crois que j'ai oublié le nom de la personne qui a sorti ça, un entrepreneur québécois qui a sorti un super livre que j'ai acheté, que j'ai lu, et si l'entrepreneuriat rendait fou. J'ai oublié son nom, excellent, et donc je vous invite à le lire aussi si vous êtes curieux. C'est vrai que gros respect à tous ceux qui entreprennent, parce que c'est vrai qu'on réalise pas à quel point c'est un don de soi aussi, quoi. C'est se faire violence aussi, et violence même dans le sens direct du terme. C'est souvent en face publique, tout le monde est tous sourire, mais il y a aussi la réalité du terrain, que les gens qui vont partir d'une entreprise ou le grand public qui nous écoute ou qui nous regarde, il y a aussi des moments où tu es juste en boule dans ton salon en train de te dire que tu es nul. Et que... Beaucoup de moments. Oui, c'est la réalité, bien sûr. Puis ça, tu vois, je pense que c'est la partie que... Je pense que si j'avais eu tout ce côté-là négatif que je connais, je pense que jamais je me serais lancée en entrepreneuriat. C'est dur, bien sûr. Parce qu'on dirait que surtout dans la société, c'est comme « Oh, wow, t'es entrepreneur, ça a l'air cool, wow, tu gères ton temps. » Comme si tout le monde était plein de cash. Pas du tout, là, surtout pas en agro. Lancez-vous l'entreprise de tech si vous voulez faire ça. Dans le sens qu'on voit vraiment pas toute la difficulté et les revers, puis on a l'impression que ça va être facile. Puis ça l'est pas du tout, là. Pas du tout, là. C'est juste des grands sourires en public, parce que c'est comme ça, mais c'est le pire, c'est que même quand tu sais que c'est quand même ça qu'il faut continuer à faire. Hein. Personne qui va aller chialer sur LinkedIn. Quelle journée de merde, j'ai perdu tel client. Wow, bel événement, tout va bien, venez nous voir. Puis c'est quand même un peu l'espèce de game, puis que t'as comme... Bien pas sûr. Que t'as pas le choix d'embarquer, mais... Puis c'est comme... C'est ça que ça devient. Puis tu vois, de plus en plus, je pense que surtout avec les autres entrepreneurs, je pense... J'essaie de laisser ça tomber. Puis il y a pas d'ego, il y a pas... Non, c'est clair. Il y en a qui venaient voir, puis moi, je ne considère vraiment pas une grosse entreprise, puis tout, puis d'autres encore plus petits que nous qui viennent nous voir des fois les étoiles dans les yeux, puis je suis comme, oh my God, ils nous trouvent comme si on était genre des rockstars, là. Puis là, ils posent plein de questions, puis là, tu sais, je me dis, j'espère juste que avec eux, que je suis plus transparent, puis que je fais juste parler de tous nos échecs, toutes les difficultés, puis là, ils sont comme... Ils s'attendaient à ce que je leur donne plein de belles petits trucs super cute, mais c'est pas ça le vrai monde, tu sais. Fait que je pense qu'il faut vraiment qu'on arrête de montrer ça, là. Puis ça fait juste pas de sens, puis ça ressemble pas à ça, avoir une entreprise, là, que tout va bien, puis que t'es plein de cash, puis que t'es reposé en vacances, là. Mais t'as été bonne, là, au fil de tout ce balado, là, t'as dit les vraies affaires, moi, je trouve ça super un peu, bien. Mais tu vois, moi, j'étais super soft, là, pour rentrer dans le temps, Bien là. sûr, si tu dis la réalité des trucs, tu dis une journée type, c'est vrai que comme tu dis, il y a jamais vraiment de repos, c'est ce que je disais aussi... avec les propriétaires de Caron et Frères qui, eux, ont des cafés, ils me disaient, c'est vrai que la réalité, c'est que tu penses toujours, même quand tu es en vacances, à tes cafés, il suffit que tu aies un problème, ta machine, elle lâche, des fois, ou alors que tu as un problème avec ton bâtiment, tu fais l'avion dans l'autre sens, tu vois. Exact. C'est vrai qu'il n'y a jamais vraiment de... Oui, il y a des temps off, mais ça n'existe pas de déconnecter. La réalité, si on dit les vraies affaires, l'équilibre vie perso, on ne peut pas débrancher un cerveau. On essaie. Oui, mais puis tu vois... puis je vais pas passer beaucoup de temps là-dessus, mais moi, avec ma commotion, tu sais, j'ai vu toutes sortes de spécialistes, ou même au fil des dernières années, puis tranquillement, chacun me ramenait une étape de plus, puis jusqu'à la semaine dernière, je suis tombée sur... par hasard, en fait, j'allais juste checker pour un petit quelque chose pour mon épaule, puis je suis tombée sur un professeur d'université qui donne le cours sur les commotions, puis il était comme, on va te faire un plan de match. Là, il était comme, faut que tu prennes un mois off live, là. Un mois off, là. J'ai dit, mais ça n'existe pas, l'entrepreneuriat. Un mois off. Comme, tu veux que je fasse quoi? Je cancelle tous mes événements. Mon équipe est pas là pour que je dispatche. J'ai des trucs à valider. J'ai de l'inventaire à checker. Ça n'existe pas. Fait que tu vois, ça, c'est la première fois depuis le début de l'entrepreneuriat que j'ai vraiment cette grosse claque-là d'en face que on croit être libre pour notre projet. Mais là, tu vois, ce projet-là que j'ai créé pour être libre, pour m'aider dans ma commotion en ce moment, ce projet-là, finalement, il nuit à mon pourcentage qui me reste pour guérir, pour être à 100%, tu sais. Parce que mon cerveau n'a pas l'énergie qu'il devrait avoir. Puis
Fait que là, je suis dans un impasse, Ben finalement. oui. Tu sais, fait que ça m'a vraiment remis en perspective beaucoup, là, de se dire, on travaille notre entreprise, mais qu'est-ce qu'on fait si finalement on en est prisonnier puis qu'on peut pas avoir une vie plus intéressante, tu sais. C'est le gros enjeu de tous les entrepreneurs de trouver, Exact. être à la recherche de cet équilibre constamment. Il y a des moments où il faut se faire mal, entre guillemets, qu'on le veuille ou non. Encore plus, c'est vrai que là, je me mets surtout du prisme de l'agroalimentaire où moi, j'ai énormément de respect pour ceux qui sont... Moi, j'y suis timidement c'est plus facile pour moi, c'est des médias sociaux, c'est numérique, mais gros respect à tous ceux qui gèrent des produits, des trucs, vous êtes tellement dans une industrie où ça arrête jamais, où tu sais, comme tu dis, ben, c'est pas l'industrie où on va dire, où dès que tu penses enrichissement, tu penses agroalimentaire, il y a tellement d'étapes à se rendre avant de valoriser une marque. Et après, souvent, quand tu gagnes de l'argent dans l'agroalimentaire, c'est le Saint Graal, c'est tu crées une marque, tu la revends, tu vois, Ouais. et après tu sors, tu vois, mais souvent, c'est pas sur du résultat net que tu vas faire des fortunes, on va dire, monumentales, ou oui, il y en a, mais c'est toujours, avant tout, c'est que des gens que je rencontre, c'est des passionnés, tu vois, tu fais ça avec les tripes, toi, tu sais, on l'entend quand tu parles, tu sais que c'est venu d'un projet, ça t'a animé, mais ouais, gros respect. Donc, c'est vrai que je trouve ça intéressant d'avoir toute cette discussion pour que les gens réalisent ça aussi. Parce qu'on n'en parle pas tant que ça au final. Tu sais, c'est souvent des discussions de couloir entre entrepreneurs, mais pas, tu le dis pas publiquement souvent. Puis moi, je vois plein de gens justement sur le bord du burn-out ou comme pas sûr. Puis là, vu que tu as ton entreprise, tu peux pas juste partir en maladie. En tout cas, moi, c'est ma commotion. D'autres gens, c'est d'autres problèmes de santé. C'est comme, je sais pas quoi faire devant tout ça, puis je sais pas qu'est-ce que ça va prendre pour... Il n'y a aucune ressource. Tu sais, nous, il y a plein de gens qui ne peuvent pas se payer des assurances ou toutes sortes de choses. Fait qu'est-ce qu'on fait quand tu es à la tête puis que là, soudainement, tu te mets à plus bien aller, là? Les gens en burn-out, qu'est-ce que tu fais, là? Fait que j'espère qu'on va avoir des ressources, avoir plus de bonnes idées. En tout cas, moi-même, ça me fait penser que j'ai aucune idée quelqu'un m'arriverait en burn-out, j'ai aucune idée qu'est-ce qu'on fait avec ça, tu sais. Fait que il y a beaucoup de questions à se poser, puis il faut pas prendre à la légère de prendre soin de soi, puis c'est difficile de le réaliser, en fait. Tu peux le savoir qu'il faut en prendre soin, mais qu'est-ce que tu fais après? Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Genre, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Mais c'est un bon message que tu passes. Là, on arrive dans la dernière partie du podcast. Là, c'est une séquence qui s'appelle la séquence entrée, plat, dessert. C'est 3 questions très simples. J'allais dire des questions un peu plus spicy, pas tant que ça. Mais là, c'est par exemple, j'ai une question, c'est qu'est-ce que tu penses des thés et tisanes en sachet? C'est quoi ton avis là-dessus? C'est une très bonne question. Et enfin, je vais pas répondre. OK. Puis justement, on le voit dans le cours en sommellerie aussi, puis tout, c'est que c'est pas les mêmes utilisateurs. T'sais, nous, on a lancé nos poches de thé avec Floem pour avoir une clientèle différente. Ouais. Fait qu'un peu comme le café, il y a tous les gens qui vont moudre à la main, la petite machinerie, tout ça. Puis il y a les gens qui vont prendre des trucs déjà broyés, Max Wellers, whatever. Fait que c'est un peu le même genre de gradation. Je dirais que plus t'es connaisseur, plus que tu veux du vrac, du loose leaf, parce que tu sais que si t'as une grosse tasse, ta petite tasse, tu sais que tu peux ajuster ta quantité selon ton goût et tout ça. Puis c'est la méthode la plus économique, la plus naturelle. Tu sais, si tu as un infuseur en acier inoxydable puis juste des plantes, il y a rien sur la santé, tu sais. Après ça, dans les poches, le problème, c'est qu'il y a aucune bonne solution. Les poches de papier, ils utilisent de la colle. Dans certaines provinces, certains pays, je veux dire en Europe, la colle est bannie, tu sais, pour les filtres à café. À cause de des choses cancérigènes. Après ça, après ça, on était rendu au nylon. Mais là, le nylon, c'est du plastique, du microplastique. Fait que là, ils sont rendus dans les PLA, du bioplastique qui, au final, est un peu un greenwashing. Les gens disent « Ah, c'est fait à base de maïs ». De l'éthanol aussi, c'est fait à base de maïs, puis c'est du gaz quand même, tu sais. Non, mais c'est ça, là. Ouais, mais c'est intéressant. Ça, c'est la même chose avec tous les packaging, de toutes les industries. Compostable, biodégradable, c'est pas le même mot, ça veut pas dire la même chose, tu sais. Biodégradable, ça veut juste dire que ton plastique se défait, puis qu'il est défait, puis qu'il y a encore du plastique. Fait que moi, les poches de thé, personnellement, c'est super rare que moi, j'en consomme. C'est pas considéré comme dangereux ou quoi, mais ça serait faux de dire que c'est meilleur pour la santé que... parce que toutes les options, ils ont toutes un côté négatif. Mais reste que les gens qui prennent les poches de thé, ils vont continuer à en prendre, peu importe
que moi j'en vende. Si j'en vends pas, ils vont en acheter une autre compagnie. Clair, oui, 100%. Fait que c'est pour ça qu'on a décidé d'en garder quand même. Puis en ce moment, tous les producteurs au Québec, c'est tout du PLA compostable. Puis c'est ça que les clients veulent. Fait qu'en ce moment, on offre ce que le client veut, puis c'est l'option qui se fait au Québec. Donc, c'est le meilleur compromis qu'on a trouvé. Là. Non, mais c'est la réponse la plus honnête. C'est parce que je fais le parallèle toujours avec le café. Là, je pense aux frères Caron qui, eux, sont dans le café. Comme ils disaient, c'était vraiment, ils sont dans vraiment la troisième vague, très poussée vraiment de ces cafés. Et moi aussi, je suis très fan de ça. Et ils disaient, malgré tout, on a des clients qui veulent rien entendre et on a du café filtre pour eux, tu vois, quoi qu'il arrive. Alors eux, c'est entre guillemets, ils sont très loin de tout ça. Tu sais, je pense que ils boiraient jamais de leur vie un café filtre. Mais tu sais, c'est aussi, faut, comme tu disais, répondre aussi aux clients. Mais il faut adapter la stratégie. C'est pour ça que nous, tout dans les grandes surfaces, c'est toutes les pas jetés. Plus l'épicerie spécialisée, plus ça va être du loose leaf, ça va être du vrac. Puis j'ai des points de vente entre les deux qui offrent des deux. Parce que c'est des gens différents qui veulent pas les mêmes choses. Très cool. Toujours dans l'entrée, parce que ça m'intéresse d'avoir ton avis là-dessus. Est-ce qu'on fait chauffer son eau au micro-ondes ou jamais de la vie? Le micro-ondes, c'est un peu controversé dans le sens que... c'est juste le débat du micro-ondes en général. Ouais. Est-ce qu'il reste des ondes? Est-ce qu'il reste des choses? Je m'embarquerai pas là-dedans, dans le sens que si tu fais chauffer si t'es à l'aise de faire chauffer ton repas au micro-ondes, je vois pas pourquoi tu ferais pas chauffer ton eau au micro-ondes. Parce que c'est pas supposé être dangereux ou quoi. C'est juste la chaleur, ton eau devient chaude, tu sais. Mais avec les micro-ondes, c'est difficile, t'as pas la température, tu sais pas trop. Ça va pas... Tu sais, admettons, je saurais pas comment mettre mon eau au micro-ondes, honnêtement. Fait que j'aime vraiment mieux la bouilloire, puis... là, plus t'es connaisseur, encore une fois, moi, j'ai une température sur ma bouilloire, je peux régler dessus. Là, on est dans une autre game. C'est sûr, parce que c'est ça le best, que ce soit pour le thé ou la tisane, ça prend des températures différentes. Après ça, sinon, si c'est correct de ne pas en avoir aussi. Sinon, mettons, nous, ce qu'on recommande, c'est quand tu commences à entendre un petit rolling boil qu'ils appellent en anglais, tu commences à entendre un petit quelque chose, des petites bulles, ça, c'est que tu es environ proche de 90 degrés. Donc ça, c'est un autre indicateur. Sinon, tu laisses bouillir, tu attends qu'elle refroidisse un petit peu. Parce qu'en fait, c'est pas que c'est mauvais, c'est que nous, les plantes de la forêt, c'est beaucoup des tanins, des côtés plus. Fait que là, ça va sortir l'amertume si c'est à 100 degrés. Pas toujours, mais certaines tisanes, certains produits. Puis il y a moins de bienfaits pour la santé. À plus basse température, ça va garder plus tes molécules actives. Tu dégrades pas, effectivement. Les bienfaits que tu vas aller chercher. Ouais, exact. Ok, je suis satisfait de ces réponses. Je me posais la question parce que c'est vrai que je suis souvent feignant. Moi, j'avoue, je suis plus par contre, je suis un gros consommateur de café, mais par contre, j'adore les tisanes, c'est le soir et tout ça. Ouais. Et c'est vrai que par contre, je suis plus vrac. Moi, effectivement, j'ai mon petit truc en acier inoxydable, je suis bon élève. Mais j'avoue que sur l'eau, j'ai juste pas de bouilloire. Pourquoi j'ai pas de bouilloire? Faudrait que j'en achète une, tout simplement. Ça fonctionnerait. C'est juste que ça va être difficile. Puis là, tu peux pas mettre ton infuseur. Mettez pas votre infuseur dans le micro-ondes. Souvent, c'est vrai que je le fais en plusieurs fois. Tu sais, je check la température, mais puis, c'est pas idéal. C'est plus que ça enfreint un principe de les tea rules, qu'on appelle en sommellerie, que tu es toujours supposé verser l'eau sur le thé, jamais amener le thé à l'eau. Fait que, admettons, si tu fais chauffer ton eau au micro-ondes, là, il faudrait que tu le verses sur ton thé, puis ça va aider à bien rentrer puis à bien faire circuler la saveur déjà. Là. Ouais. Ah, là, par contre, tu m'as appris un truc. En plus, shame on me, tu sais, je reviens du Japon où j'ai été vraiment beaucoup dans la culture thé, là. Mais incroyable. Là, le plat, c'est une question que je trouve intéressante, qui revient dans beaucoup, je la pose souvent, c'est là. Quelle est la pire erreur que vous avez fait à date qui vous a coûté du temps ou de l'argent? Forcément, il y a peut-être une erreur où tu t'es dit pourquoi j'ai fait ça, tu vois, après coup. La pire, il y a eu beaucoup d'erreurs, évidemment. Celle qui vient en tête, la première, c'est quoi? Je sais pas, des fois, c'est comme toutes sortes d'erreurs inattendues. À un moment donné, au début, ça a trop par rapport. Au début, quand on lançait l'entreprise, dans la période où on savait pas trop ce qu'on faisait, on avait pensé à comme un produit connexe, donc quelque chose pour protéger, mettons, un isolant à peau maçon pour les gens écolos là, qui veulent. Puis on avait essayé d'aller protéger cette idée-là. Puis finalement, c'était en tout cas, il a passé là, dans les nouvelles, c'était un arnaqueur. C'était une fausse protection intellectuelle. Fait que tu vois, au début de l'entreprise, on a perdu 1 000 $. Ça a l'air de rien, 1 000 $, mais quand tu démarres, c'est énorme. Quand tu démarres, c'est énorme. Là. Puis on capotait. Là. Puis finalement, après, on s'est comme rendu compte que quelque chose clochait. On s'est mis à comme taper le nom. Il payait même pour des pubs. Là. Il apparaissait en premier. Wow, okay. C'était écrit protection, propriété intellectuelle. Il arrivait en premier. Là.
avant d'autres organismes, puis c'était tout bien fait, tout marketing, tu vois, et lui, il connaissait bien le marketing, là. Wow. Fait que ça nous a vraiment fait mal, mais ça nous a vraiment mis la puce à l'oreille. Dès qu'il y a un petit quelque chose qu'on trouve louche, on fait plus attention maintenant, peu importe le sujet, un petit courriel, une petite affaire. On a déjà eu aussi une commande, puis ça, c'était de la fraude, puis on s'en est rendu compte à temps. En fait, nous, on n'aurait rien perdu. C'est ça le pire. C'était de l'argent volé. Fait que si on aurait expédié la commande à l'endroit, le broker n'existait pas. Fait qu'eux faisaient de l'argent sur le broker. Fait qu'ils nous payaient avec de l'argent volé. Puis nous, vu qu'on chargeait réellement, et ça leur permettait de blanchir de l'argent. OK, wow. Fait que tu vois ça, puis quand on était rendu au paiement, quand Fred a vu Afrique du Sud, la banque, il a fait « Oh, pourquoi que c'est une compagnie? » Puis là, on s'est mis à faire plein de recherches. Là, on a vu que l'adresse de livraison, c'était une autre compagnie. Là, on a vu que tout marchait pas. Là, on a tapé scam avec leur nom de compagnie. Puis tu vois, c'était des scammers d'Europe qui avaient fini, qui étaient rendus très bien reconnus en Europe, qui étaient rendus maintenant par ici. Incroyable. Mais là, nous, on a reçu l'argent, là. C'est viré dans notre compte Shopify, puis on a de l'argent volé, là. Fait que là, on était comme... Elle va-tu être rétro-facturée? Quelqu'un va se rendre compte que sa carte de crédit puis va demander ça. Puis là, sur Shopify, quand que les virements, ça prend de l'argent. Là. Puis nous, on était juste finalement comme... OK, on va juste accepter de perdre de l'argent. Fait que là, on a demandé le remboursement, puis on a perdu de l'argent en remboursant, mais on était juste comme... Ouais. On veut pas avoir ça dans notre compte, tu sais. Incroyable. Fait que quand c'était trop beau pour être vrai, oui, n'importe quel, oui. C'était comme trop rapide. Il y avait pas assez de questions pour la grosseur de la commande. Tu vois, on a manqué de se faire avoir, puis le stock aurait juste arrivé à quelque part de random. Incroyable. Ça me convient. Ouais. Et celle-là, par contre, elle bouge jamais, je la pose toujours. Si tu pouvais voler une idée marketing à une autre marque, ou le marketing entier d'une marque, ce serait quoi? C'est un truc que t'aimes et tout ça. Par exemple, Chef Oli qu'on avait reçu, il y a quelque temps, il a dit « Moi, je volerai Ricardo ». Parce qu'il adore le marketing, c'est l'image de marque de Ricardo. Il y a les frères Caron qui m'ont dit moi, par exemple, j'adore tel packaging de telle marque de café qui est aux Pays-Bas. Tu sais, est-ce que toi, il y a une marque ou une entreprise où tu dis « Waouh, ça, ils le font vraiment bien ». C'est en entier ou c'est un élément, par exemple? Un élément, nous, en fait, c'est que tu établis aussi ton ton de voix, l'entreprise. Nous, on n'est pas humoristique parce qu'on n'est pas... mais ça nous fait beaucoup rire, les entreprises, qui ont des tons humoristiques, admettons. Fait que, nous, on va pas se mettre à faire des jokes ou avoir un langage trop familier. On est comme un peu entre les deux. Fait que c'est pas nécessairement qu'on referait la même chose, mais on s'était mis à recevoir des pubs de Toshi, là, les bidets. Puis quand tu vas sur leur site web, c'est comme chaque call to action ou chaque chose est vraiment faite comme des jeux de mots. Fait que là, c'est juste super ludique, puis esthétique, puis pratique. Fait que c'est comme eux autres, je crois qu'ils arrivaient à communiquer leur info full précis, full clair, en étant full proche du client, full friendly. Puis j'étais comme, wow, à chaque fois que... Puis là, je dis à Fred, il faut qu'on achète un bidet Toshi. Puis là, il était comme, c'est sûr que c'est pas un bon bidet, genre. Puis là, j'étais comme, mais... C'est tellement cool leur marketing, il faut qu'on les encourage. puis on a un bidet Toshi à la maison maintenant. Incroyable. OK, ça me convient très très largement. Écoute, merci Roxane, on arrive à la fin de cet épisode. Là, on est sur la fin. Est-ce que tu veux partager une actualité, quelque chose là avant de terminer? Une actualité, qu'est-ce que tu veux dire? Quelque chose que tu as envie de partager par rapport à Floem. Tu utilises ça comme fais ta pub. Qu'est-ce que tu as envie de dire là? Qu'est-ce que tu as envie de dire au monde là en cette fin d'épisode? Bon, après avoir teasé tout le monde, je pense que je pourrais peut-être parler un petit peu du release en primeur. Donc, sans donner trop de détails. Puis dans mes cours de sommellerie, on le voyait beaucoup, dans le fond, que ce qui est beaucoup... Le thé versus la tisane en part de marché est vraiment, vraiment plus grand. Puis on se fait toujours demander... Avez-vous quelque chose de stimulant? Puis nous, les plantes de la tisane, c'est souvent soit neutre ou soit relaxant. Donc, on n'a pas encore trouvé de plante au Québec qui est vraiment qui est stimulant. Ouais. Donc, après tous ces gens qui nous demandent avez-vous du thé, avez-vous du thé, avez-vous du thé? On dit toujours non, non, non. Mais finalement, dans les mélanges, en fait, c'est que nous, on veut rester dans le sans arôme ajouté. Presque tous les thés ont de l'arôme ajouté. Vu que c'est de moins bonne qualité, il faut que le thé goûte quelque chose, fait qu'on ajoute de l'arôme, tu sais. Fait que là, on s'est dit comment qu'on pourrait mixer tout ça. Fait que ça serait un petit peu de tester, voir avec un thé sans arôme,
puis rajouter des plants de la forêt. Puis c'est des plants de la forêt qui donnent ce petit côté-là différent qu'on voudrait aller chercher. Fait que ça, c'est les tests que je suis en train de travailler dessus en ce moment pour dans les prochains mois. Puis si ça va bien, ben peut-être qu'un jour, on aura du thé avec des plantes boréales. Parce que c'est ça, le problème, c'est que la plante de thé pousse pas dans nos climats. Puis ça serait probablement même pas rentable de le faire pousser dans des serres. Le seul producteur de thé au Canada, il est minuscule sur l'île de Vancouver, qui a un climat très particulier. Donc, c'est certain que, en tout cas, à moins du réchauffement climatique dans quelques années, pour le moment, on peut pas faire pousser de thé ici. Donc, notre seule façon d'intégrer, ça serait d'avoir du thé de qualité qui est importé, que tout le monde achète déjà. Juste pour aller chercher la théine qui manque. Aller chercher la théine qui manque. Puis des fois, le goût du thé que les gens veulent plus retrouver avec des plantes du Québec. Donc, rester à l'affût de ce beau petit projet-là qui s'en vient. Super. Ben, en tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir que tu viennes sur le balado. J'ai appris plein de choses. Là, je pense qu'on a presque fait 2 heures d'épisode, j'ai l'impression. C'est incroyable. Tu as pu partager avec plein de transparence. Je suis super content. Et merci à vous qui avez regardé et écouté cet épisode. Vu que vous êtes arrivé jusqu'à la fin, je vous l'ai dit que vous allez avoir un petit avantage. Si vous avez besoin de services, d'image de marque, gestion des médias sociaux, vous avez moins 10% sur les services de la Grappe. Vous avez juste à le mentionner quand vous les contactez. Et on se retrouve à la prochaine pour un nouvel épisode. Merci de nous avoir écoutés. Et on se dit à la prochaine. Merci. Vraiment, Merci. C'était super.